Combien de temps un être humain doit dormir? Ta question, elle est hyper simple. C'est la question que tous les patients nous posent. L'erreur principale que tu vois dans notre société aujourd'hui sur le sommeil, c'est quoi? Le temps qu'on se donne. Le temps qu'on se donne à dormir, le temps qu'on se donne à faire des choses qui sont essentielles à bien vivre. Ça réduit l'espérance de vie. Ça réduit l'espérance de vie. Ça réduit la qualité de vie, ça réduit le temps de vie. Malheureusement, on a encore trop souvent l'image que quelqu'un qui dort, c'est un paresseux, c'est quelqu'un qui sera bon à rien, ainsi de suite. Quand t'es pas bien psychologiquement ou que t'as pas assez dormi, tu vas aller consommer de l'énergie pour essayer de t'éveiller, pour essayer de tenir. Et bien ces cellules tueuses, quand on dort 4 heures, une nuit, on réduit leur efficacité à faire leur action de 70%. Pas 10, pas 20%, 70% Énorme. de ces cellules ne sont plus efficaces à faire en une nuit. Quand on est en dette de sommeil, ce sommeil est perdu probablement. Perdu. Sur 50 ans, on a à peu près un cycle de sommeil, 1h30 en moins. Sur les 20-30 ans, c'est 1 heure. Le souci, c'est qu'on a une grande vulnérabilité qui est la santé mentale et qu'aujourd'hui, dans notre population, on veut beaucoup d'immédiateté, de performance optimale, on veut toujours être parfait. La difficulté, c'est de s'écouter pour être dans le bien vivre. Et la plupart des problèmes aujourd'hui où il y a un mal-être dans la population, c'est les gens qui sont... C'est quoi le top 5 des conseils que tu pourrais donner aux gens qui ressentent les symptômes d'un déficit de sommeil? Donc, il faut... Hey, salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce nouvel épisode extrêmement complet sur le sommeil. Si jamais vous vous sentez en dette de sommeil, ou alors au contraire que vous avez tellement de choses à faire dans votre vie et que vous espérez pouvoir dormir moins sans avoir de conséquences sur le reste de votre vie, cet épisode est fait pour vous. On va passer une longue partie théorique mais passionnante sur comment fonctionne le cerveau, comment il fonctionne en lien avec notre santé mentale, notre appétit et évidemment comment le sommeil s'intègre dans tout ça. Et après, avec mon invité du jour, le docteur Alexandre Aranda, on va rentrer dans les détails spécifiques, ses meilleurs conseils pour pouvoir mieux dormir. Donc comme d'habitude, les vidéos un peu longues, je vous mets la timeline juste en dessous pour que vous puissiez soit avoir la partie théorique, mais je sais que certains d'entre vous aiment avoir l'aspect pratique, et évidemment ce sera plutôt la partie 2 et 3 de la vidéo. Donc comme on parle de sommeil, vous commencez à être habitués sur ma chaîne, mon partenaire de cœur, c'est WoPillow qui accompagne vos nuits avec ses oreillers ultra confort, et aujourd'hui sa nouvelle gamme aussi de matelas et de draps de lit. Vous avez toutes les informations directement dans la description, et je vous en reparlerai un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti, profitez-en bien. Salut Alexandre. Salut Greg. Ça va? Très bien. Je suis hyper contente de te recevoir. Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui Alexandre, parce que ça va faire quoi, 2 ans que toi et moi on a l'occasion de se croiser aux abords du stade notamment. Exactement. Tu as un métier un peu particulier. J'ai envie de te poser plein de questions. Alors est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc Alexandre Aranda, je suis neurologue et médecin du sommeil à Toulouse, installé en libéral. Donc de base, neurologue, spécialisé dans le fonctionnement du cerveau. Et tu m'as dit depuis 2 ans, tu t'es vraiment spécialisé à fond dans un secteur en particulier. Oui Greg, alors le sommeil, moi ça fait longtemps que je suis tombé dedans. 1, parce que je dors bien, donc, personnellement, et 2, parce que j'ai eu la chance au moment de mon internat, donc ça remonte à quelques années, ça fait pas 2 ans, mais de rencontrer des personnes, d'avoir la chance à Toulouse d'avoir à l'hôpital une super équipe de médecine du sommeil. Et donc pendant mon internat, je me suis formé au sommeil et j'ai pu développer mon activité là-dessus. Et donc depuis 2 ans, c'est plutôt par mes activités, on va dire, humaines, personnelles et coup de cœur comme toi, c'est-à-dire d'accompagner le Stade Toulousain pour les joueurs et tout le club, pour les aider, les sensibiliser, les accompagner, les optimiser pour le sommeil. Toi aujourd'hui, tu as acquis pas mal de connaissances finalement sur le fonctionnement du sommeil, et le premier truc que tu m'as dit, c'est qu'en fait ça touche à toutes les spécialités médicales. Ça veut dire quoi? Exactement. Déjà, c'est que tout le monde, toute la population va être confrontée un jour à bien dormir, si on espère le plus longtemps possible, ou potentiellement, ponctuellement ou de manière chronique, à mal dormir. Donc première chose, c'est que tout le monde est concerné et il n'y a personne qui est indemne de ça. Deuxième chose, c'est les pathologies dans lesquelles on peut avoir un trouble. Le sommeil, en fait, par sa fonction, régule et interagit avec tous les organes du corps. Parce que le sommeil, c'est fait pour récupérer. Donc une pathologie d'un organe peut avoir, que ce soit le foie, que ce soit les poumons, que ce soit le cerveau bien sûr, que ce soit les muscles aussi, le cœur, tout cela vont avoir un rôle plus ou moins complexe, plus ou moins connu encore aujourd'hui, qui est ça. Donc tout médecin finalement doit s'intéresser pour ses patients à comment il dort. Après, ce qui va se passer, c'est que la pathologie la plus connue dans le sommeil, c'est le syndrome d'apnée du sommeil, et ça c'est l'interruption du flux d'air la nuit quand on dort. Donc ça va intéresser les médecins généralistes, les pneumologues qui historiquement s'en occupaient beaucoup,
les cardiologues parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de liens avec les risques cardiovasculaires, les neurologues, les psychiatres parce que finalement on dort avec son cerveau et l'obstacle des voies aériennes n'est présent que la nuit quand on dort. Les grands signes de quelqu'un qui a une dette de sommeil, est-ce qu'il y a des grandes étagères ou c'est vite, on rentre dans un sujet qui est complexe? Alors je pense que c'est pas complexe parce qu'il y a une chose qui est très simple dans le corps, c'est que le cerveau, le corps va te renvoyer très vite des symptômes. Donc tout patient, toute personne a expérimenté d'avoir des symptômes de dette de sommeil. Ce qui peut être parfois la difficulté, la technique, c'est repérer le langage du corps pour t'indiquer que tu as envie de dormir ou que tu n'as pas assez dormi. Le meilleur signe, c'est de se dire quand je me réveille le matin ou au cours de ma journée, je ne suis pas capable de le faire. Donc c'est ce qu'on appelle avoir un sommeil non réparateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas permis en fait à recharger la batterie suffisamment. Et donc pour des questions physiques, mentales ou autres, on va ressentir une difficulté à faire sa tâche qu'on est habituellement capable de faire. Quand tu dis je suis pas capable de le faire, c'est une tâche. Par exemple, il est 15h, je suis censé, je dis n'importe quoi, regonfler mon vélo ou faire une présentation. Et putain, en fait, flemme, je suis crevé, j'y arrive pas à le faire. Ouais. Alors, un, de ne pas arriver à le faire, ou deux, de mal faire. On sait qu'il augmente le risque de mauvaise fonction, de ne pas arriver à faire bien sa tâche, de faire des erreurs, de prendre plus longtemps, d'avoir du mal à interagir avec son environnement. Donc, par exemple, on va avoir une vision qui va ce qu'on appelait un effet de tunnelisation, c'est-à-dire qu'on va plus avoir la vision périphérique. Quand je te regarde, quand je te parle, je vois autour. Alors, bien sûr, on se focalise sur le devant, mais on a une vision plus globale. Ben, c'est pareil pour le cerveau. Quand il est en situation de dette de sommeil, des troubles de concentration, un problème d'irritabilité et d'humeur, être plus impulsif, plus dans l'immédiateté, des difficultés à réguler son appétit, sa soif, ses interactions sociales, et du mal à faire sa tâche, que ça soit faire une épreuve sportive, que ça soit lire un livre ou corriger, faire une présentation. On va avoir plus de difficultés à faire et on va avoir une moins bonne mémorisation de cette tâche. C'est-à-dire qu'on aura du mal à savoir qu'on l'a fait, qu'on l'a bien fait, on va avoir des trous. Je vais me faire l'avocat du diable, Alexandre. Quand je t'écoute ça, finalement, ça touche beaucoup de personnes. Je sens que je suis un peu plus irritable. Je sens que j'ai du mal à me concentrer. Je sens que je suis un peu à fleur de peau. Est-ce qu'il suffit de dormir pour régler ça? Est-ce qu'il suffit de vouloir dormir pour régler ça? Vouloir dormir, c'est un vœu pieux. On sait très bien que, par exemple, chez les personnes anxieuses, qui ont une fragilité sur l'anxiété et des difficultés à gérer leur stress, ils vont avoir du coup cette difficulté. C'est-à-dire qu'ils vont avoir énormément d'attentes. Mais comme le sommeil, pour s'endormir, c'est du lâcher-prise, ben, on a souvent une déconnexion entre l'intention et la réalité. Donc l'important, c'est d'avoir un rituel qui nous permet en fait de se remettre dans des concentrations, dans une focalisation du moment pour en fait s'accepter comme on est et à ce moment-là, se lâcher dans le sommeil, c'est-à-dire s'abandonner dans le sommeil. Comme quand on se lance dans une émission là comme maintenant, ou comme quand on va faire du sport, quand tu lances ton footing, tu dis pas au bout de 2 minutes quand tu as fait 10 mètres, et au fait, est-ce que j'ai fermé la porte de chez moi avec les clés? Si tu fais ça, ben, tu t'arrêtes et tu arrêtes ta tâche. Les amis, je prends juste 30 secondes de votre temps pour vous dire que si jamais vous voulez retrouver tous mes meilleurs conseils, vous n'avez pas envie de vous taper toutes mes vidéos et savoir directement comment pouvoir entretenir votre corps, eh bien je viens de sortir mon 3e et tout nouveau livre pour pouvoir rester jeune le plus longtemps possible. Alors je sais que la promesse est très forte, mais dans ce livre vous allez retrouver des piliers pour pouvoir développer votre masse musculaire, pour pouvoir diminuer les douleurs articulaires, pour pouvoir apprendre les bases de la respiration, mais aussi des bases sur la nutrition, comment diminuer votre stress et mieux comprendre la douleur. C'est 8 piliers pour rester jeune, c'est mes meilleurs conseils avec des schémas rigolos comme d'habitude et 12 routines complètes au poids de corps, à l'élastique, sur du cardio pour pouvoir vous entraîner en gardant du plaisir le plus longtemps possible. Donc si jamais ça vous plaît, le lien est dans la description. Je vous assure, je vous mets ici des commentaires sur les premières personnes qui l'ont lu. Ils n'ont pas l'air d'être déçus. À très vite, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Tu as dit un mot qui est assez clé, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission et je vous invite vraiment à rester sur ce rituel pour lâcher prise, comme tu l'as évoqué, pour les personnes qui souffrent de stress et ou d'anxiété, c'est toute la difficulté de lâcher prise et qu'on comprend que c'est pas qu'une question de volonté, c'est une question aussi quelque part d'organisation, on le verra plus tard. Les recos générales au niveau du sommeil, combien de temps un être humain doit dormir? Alors, ta question, elle est hyper simple. C'est la question que tous les patients nous posent. Et donc, elle est formidable. Et elle est comme beaucoup de choses, elle est plus complexe qu'on ne veut. Pas parce que j'ai pas envie de te répondre, mais c'est que toi et moi, on a une génétique et elle n'est pas forcément la même. Et on sait qu'aujourd'hui, le temps de sommeil, les typologies dans le sommeil, elles sont codées génétiquement. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois dans les familles, on dit qu'on dort tous pareil.
Parce que ce codage génétique, ça a été le prix Nobel en 2017. C'était les gènes clock. Bon, ils n'ont pas fait une grande invention. Hein. Clock, ça veut dire horloge, Horloge. en anglais. Et en fait, notre cerveau, il est réglé, nos gènes, nos cellules, avec une horloge en permanence. Et donc, on a, par exemple, l'hypothalamus, qui est une zone du cerveau profonde, qui est vraiment une horloge et qui va tout conditionner. Donc, on a des régulations hormonales, on a des régulations de cycle. Et la moyenne de population, aujourd'hui, c'est 7 à 9 heures. 7 à 9 heures pour l'adulte. en moyenne. En moyenne. Après, il y a des gens qui sont gros dormeurs, petits dormeurs. C'est-à-dire qu'ils vont correspondre aux deux extrêmes de la courbe de Gauss. Dans une répartition statistique d'une population, il y a toujours des extrêmes qui font 5%. Donc, c'est les gens qui vont être au-delà de 9-10 heures et en dessous de 7 heures qui vont être entre 5 et 7 heures. De ce qu'on sait aujourd'hui au niveau de la génétique et des recherches médicales, a priori, il n'y a personne qui a une physiologie, une génétique du sommeil pour recommander en dessous de 5 heures. Personne ne peut dormir en dessous de 5 heures. Ah si, on peut dormir, mais à ses risques et périls, avec des contraintes du corps qui va s'adapter à des situations extrêmes. On sait qu'il y a des sportifs, on sait qu'il y a des aventuriers qui vont avoir cette expérience, mais ils ne sont pas forcément comme nous. Ils ont peut-être des capacités extraordinaires, et puis ils vont se préparer, bien plus que le petit temps que nous, on met avant d'aller se coucher. Ils vont avoir un temps de récupération après cette situation qui ne sera pas le même. Donc ce n'est pas recommandé au quotidien. Dormir une fois par semaine, moins de 5 heures, est-ce que c'est équivalent à dormir toutes les nuits, moins de 5 heures? Quand on est en dette de sommeil, ce sommeil est perdu, probablement. Perdu. Comme tu as perdu de l'argent sur ton compte en banque. Oui, perdu. mais tu n'es pas en faillite. Ok. Tu n'es pas en faillite. Donc la question, c'est comment tu compenses. Il y a plusieurs façons de compenser. Première chose, le corps, au bout de 20 minutes par rapport à ton temps de sommeil, il considère qu'il est en dette. 20 minutes, ton corps. Ah ouais? Donc c'est de l'horlogerie suisse. C'est des mécanismes complexes. C'est-à-dire que si dans ma génétique, il est inscrit, moi, Grégoire, j'ai besoin de 8 heures de sommeil, si je dors 7h30, j'ai perdu une demi-heure. Mais cette demi-heure, elle n'est pas grave. Elle peut être compensée puisque ton corps va se réparer, va compenser. Donc ce n'est pas quelque chose qui est définitivement perdu. C'est juste que tu ne peux pas revenir dans le temps. D'accord? Donc c'est pas qu'il faut s'en inquiéter. C'est de se dire, par contre, ce n'est pas quelque chose qui a pérennisé. Et donc l'idée pour les patients, comme nous on voit en médical, mais pour toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, l'idée c'est de dire ok, cette nuit j'ai pas bien dormi, j'ai pas dormi assez, ou j'ai pas dormi la bonne qualité. Donc aujourd'hui je vais être en situation de crise, en fait en situation de vulnérabilité, ou ce qu'on parlait pendant le Covid, la fragilité. Donc sur un jour qui est standard, peut-être que je vais pouvoir réduire toute ma charge de travail, toutes mes obligations que j'ai, il y en a peut-être certaines que je peux mettre à aujourd'hui qui sont prioritaires, et d'autres qui ne vont pas être prioritaires. Comme le téléphone, s'il a 80% de batterie, il ne va peut-être pas faire autant d'applications, autant de choses que s'il était à 100%. Mais les 80% sont fonctionnels. Donc le corps va se gérer. Donc tu peux faire tes tâches, mais peut-être prévoir un moment d'enlever une tâche, peut-être de faire une sieste courte dans la journée, ou prévoir, et surtout le mieux, c'est que dès le soir même et les jours après, de venir la compenser pour avoir un sommeil le plus régulier possible. Mais en fait, c'est toujours une histoire d'oscillation. Il faut revenir à son équilibre, et dans le sommeil, dès qu'on fait les cours sur le sommeil, on apprend ce que c'est que l'homéostasie. Et toi aussi, en kiné, tu l'as vu, c'est ta capacité du corps à revenir à son équilibre. Ce n'est pas de la rigidité, c'est qu'en fait, on peut avoir des extrêmes, mais on doit revenir à son point central, qui est l'élément qui est physiologique pour le corps. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, de manière globale, tes patients, les gens que tu rencontres, tes amis, les joueurs du stade, est-ce qu'on arrive à être à l'écoute de cette homéostasie? Est-ce qu'on arrive à se dire, tiens, là, en fait, je suis crevé depuis quelques jours? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on décide de ne pas écouter, quelque chose qu'on n'a pas appris à écouter? Je pense que la plupart des gens le ressentent. Le souci, c'est qu'on a une grande vulnérabilité qui est la santé mentale, et qu'aujourd'hui, dans notre population, on veut beaucoup d'immédiateté, de performance optimale, on veut toujours être parfait. La difficulté, c'est de s'écouter pour être dans le bien-vivre. Et la plupart des problèmes d'aujourd'hui où il y a un mal dormir, où il y a un mal-être dans la population, c'est les gens qui ne sont pas en phase avec eux-mêmes. On a du mal à le voir au début, et l'idée, c'est de prendre des conseils à droite à gauche. Et c'est là où les professionnels de santé, les pharmaciens, les médecins, les kinés, tous ceux qui peuvent être sollicités, doivent essayer d'y répondre de l'importance de ces messages de prévention. Le discours sur la dette de sommeil, c'est la même chose que l'activité et le sport. On disait avant, quand on était fatigué, il fallait se reposer. Maintenant, je suis d'accord avec toi, Alexandre, mais regarde, moi, si j'ai un patient qui vient pour une discopathie, une douleur lombaire, je leur pose la question comment vous dormez. Si je vois qu'il y a un déficit de sommeil, et t'es comme moi, quand je leur dis en fait vous avez mal au dos, et je pense que cette douleur de dos elle est exacerbée parce que vous accumulez de la dette de sommeil. Moi je le sais, toi tu le sais, mais le patient quand je lui dis ça,
ça le fait chier en fait. Il me sourit, mais il n'est pas convaincu. Moi, je pense qu'il est convaincu, c'est que tu auras besoin de lui répéter. Le patient, ce qu'il a besoin, c'est de sentir que ce conseil envers lui, il est personnalisé, il va l'aider et qu'il n'est pas stigmatisant. On le sait sur le poids, beaucoup de patients vont se penser stigmatisés quand on leur parle de leur poids. Pareil quand ils sont fatigués, quand on leur dit de faire l'activité physique. Bien dormir, c'est important. Par contre, si tu es dans l'incantation et dans l'obligation, le patient il est en situation de vulnérabilité par rapport au sachant. Et donc dit, il faut bien dormir, vous êtes gentil, mais moi j'y arrive pas. Donc l'idée c'est de personnaliser, c'est de donner, ok on va commencer cette nuit, essayez de dormir un quart d'heure de plus, une heure de plus. Vous coupez un peu les réseaux sociaux, vous coupez votre téléphone, vous savez à quelle heure vous allez mettre votre réveil, mais voilà, vous essayez de gagner une demi-heure. Et puis vous allez au lit quand vous avez envie de dormir. Les yeux qui grattent, le chaud froid dans le dos, un peu la larme aux yeux. Vous bâillez, ça c'est les signes, les micro-signes que votre cerveau vous dit j'ai envie de dormir. C'est sa porte du sommeil. Vous l'ouvrez, vous y allez. Et en plus, en étant confiant, la personne motivée sur un bon conseil en santé, mais en fait, il va se rendre compte que ça marche. Question con, pratique, moi, ces signaux-là, je les ai à 21h. Alors, ces signaux, on les a toute la journée, Greg. En fait, quand il y a son dette de sommeil, tu les auras toute la journée, et notamment sur ce qu'on appelle tes oscillations ultradiennes, qui sont toutes les 90 minutes, et qui sont la nuit. La nuit, c'est ce qu'on appelle les trains de sommeil, c'est tes cycles de sommeil dont on parle si souvent quand on fait de la sensibilisation sur le sommeil. Mais en fait, il faut savoir que tu as les mêmes en journée quand tu es éveillé, et tu as des périodes en fait, d'intensité maximale de ton éveil en journée, et une petite tendance à la somnolence, donc les rythmes ultradiens, 90 minutes qui sont ton cycle de sommeil. Tu as aussi les rythmes semi-circadiens, c'est-à-dire dans la journée, c'est ta petite sieste en début d'après-midi, que tu aies mangé ou pas mangé. Tu auras une petite tendance à la somnolence, mais si tu vas bien, que tu n'es pas en dette, tu n'auras pas besoin de faire la sieste. Tu as une maladie, tu es en dette de sommeil, tu as une pathologie du sommeil, tu as des problèmes. Tu es en bagnole depuis trop longtemps, tu as fait la bringue la veille. Tu vas avoir ta pic de somnolence et là, ça peut être dangereux parce que soit tu te l'organises et tu récupères, tu fais une sieste courte, flash quelques minutes, une sieste normale 15-20 minutes maximum. En fait, quand tu vas sortir de ta sieste, tu seras mieux, tu auras récupéré, tu auras fait un boost de batterie de ton téléphone, tu as 10%, tu as enlevé du multitâche et tu fonctionnes bien. Et tu feras ta journée, ta soirée. Et le but, c'est que tu trouves ton sommeil normalement, naturellement le soir, sur ta période habituelle pour garder tes rythmes. Donc si à 21h je ressens ça, mais que j'ai encore des trucs à faire, ranger le lave-vaisselle, me brosser les dents... T'en as pas pour une heure pour les dents. Non, mais tu sais, en plus... Fin de journée, t'es crevé. Moi, mes enfants, ils sont couchés. Je dois débarrasser toute la table tout seul. Je dois me brosser les dents. Je dois me préparer. Souvent, c'est le moment où je me détends un peu. Je joue à la PlayStation. Et je me dis, merde, j'ai pas eu le temps de vivre ma journée. Et quand j'ai ça, j'ai une petite voix en moi qui me dit, Greg, ça veut dire qu'il faut que tu ailles te coucher. Alors oui, c'est pas faux. La question, c'est est-ce que c'est ton heure habituelle? Tout le monde n'est pas fait pour se coucher à 9h du soir. La plupart du temps, c'est pas une bonne idée de se coucher si tôt, puisque autrement, tu vas avancer ta phase. Donc, comme je te disais sur les cycles de sommeil, si tu as ce pic-là, avec ces signaux adaptés de ton corps, en fait, tu maintiens une tâche, tu vas les écraser et tu vas continuer ta période d'éveil. Qu'est-ce qui va se passer? Ton cycle de sommeil revient 1h30 plus tard, 90 minutes. Quand je dis 90 minutes, c'est une moyenne. Et là, tu auras de nouveau tes mêmes signaux. Et là, c'est le monde est dormir. Donc peut-être ton coup de barre, il est vers 10h30 et là, tu vas dormir normalement. Est-ce que, avant de passer à la suite, tu peux me rappeler les effets d'une privation de sommeil? Alors, sur les symptômes les plus connus, on va dire, parce qu'on ne va jamais tous les citer, mais il y a l'envie de dormir en journée. L'apparition d'une somnolence diurne excessive, ce qui n'est pas normal. Ça renvoie que ton corps, il n'a pas assez dormi, donc il repousse du sommeil la journée. Il y a la fatigue, et notamment la fatigue dès le matin, quasiment d'être ivre un peu le matin, d'avoir de l'inertie à démarrer. Ça, c'est que ton cerveau, il voulait encore dormir, et donc du coup, il n'a pas mis la marche avant, quoi. Il n'a pas basculé en mode éveil. Après, dans la journée, il va y avoir des problèmes de concentration, de mémoire, de difficulté à apprendre, de difficulté à ressortir une information que tu avais déjà. Donc ça va se faire cognitive, on va dire au sens large, la difficulté à utiliser tes capacités intellectuelles et de mémoire pour faire ce que tu as à faire. Bien sûr, ça c'est plus ou moins visible en fonction de ce que tu fais. Est-ce que tu as un enfant? Est-ce que tu as un adulte? Est-ce que tu es une personne âgée? Après, il y a les phénomènes sensoriels autres. Donc les gens qui vont avoir des acouphènes, un peu des vertiges, un peu d'éblouissement au niveau visuel, l'effet de tunnalisation, c'est-à-dire par exemple le fait de ne plus voir cette vision périphérique que tu as autour, des difficultés de moins bonne satiété. Donc ça, c'est l'effet de neurosensoriel. Moins bonne satiété? Ouais. Ou de plus envie de manger. En fait, tu vas avoir un changement de régulation qui est lié au cerveau, et donc du coup, tu as soit envie d'aller sur le sucre, par exemple, typiquement, quand tu n'es pas bien psychologiquement ou que tu n'as pas assez dormi, tu vas aller consommer de l'énergie pour essayer de t'éveiller, pour essayer de tenir. Je sais que c'est moins ta spécialité, mais tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le sucre qui me redonne de l'énergie?
C'est l'énergie, c'est des glucoses, mais le problème du glucose, c'est comment il est absorbé, comment il est utilisé dans le corps. Donc quand tu as un pic glycémique, c'est-à-dire que quand tu manges quelque chose, ça va être digéré au niveau des intestins et ça va passer dans le sang. L'apport de sucre, il est indispensable à la vie des organes et notamment, le plus important dessus, c'est le cerveau. Il a toujours besoin d'être vascularisé avec les vaisseaux, mais d'avoir du sucre qui arrive au cerveau parce qu'en fait, il fonctionne tout le temps. C'est une usine de compétition qui a toujours besoin de sucre pour fonctionner. Mais quand on a trop, ça va aussi avoir un effet soporifique. Le fameux coup de barre. Le coup de barre après manger. Mais alors typiquement, quand tu dis dans les boîtes, dans les entreprises, on a des distributeurs pour de la bouffe, c'est 90% des trucs sucrés. Pour peu que toutes les heures et demie, on ait une petite pause de boulot, c'est normal en fait d'avoir faim de sucre. Parce que notre corps, il est fatigué, il a besoin d'énergie et qu'il a associé de l'énergie à un apport de sucre. C'est ça exactement, Greg. Et surtout, c'est que l'autre partie que je t'avais pas expliqué, c'est que quand tu as cet apport rapide en sucre, donc la charge glycémique dont on parle beaucoup pour les sucres rapides, les sucres lents, les féculents, c'est que tu as aussi parfois une chute derrière. Et donc tu es moins bien. Donc là, de nouveau, tu as de nouveau de faim. Et ce qui n'est pas bon dans ces apports sucrés, c'est que tu as un phénomène d'immédiateté. Donc en fait, tu vas rendre les gens beaucoup plus dépendants parce que toutes les heures et demie, toutes les 3 heures, ils vont aller prendre un produit pour penser tenir. Et en fait, c'est eux qui les mettent dans cette difficulté. Il y a un truc que j'ai arrêté de faire, et je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est comme ça que j'ai écouté mon corps. Je me suis rendu compte que typiquement, j'adore les chocobons. J'en ai vu. Voilà. Mais j'ai remarqué que si jamais j'en bouffe, je peux pas en bouffer qu'un en fait. C'est fait pour. Ah. Et en fait, j'ai remarqué que j'en bouffe 1 ou 2. Et que si jamais j'en bouffe que 1 ou 2, très vite je vais ressentir une forme de fatigue et j'ai besoin d'en bouffer plus. Et si jamais j'en bouffe plus, je vais de nouveau être fatigué et je vais vouloir en rebouffer. Et du coup, je vais tomber le paquet dans la journée alors que j'aurais très honnêtement pu m'en passer dès le départ. C'est tout le problème de ces consommations qui sont assez addictives. On a la même chose avec les téléphones, on a la même chose avec ces alimentations sucrées, c'est-à-dire ces produits transformés qui sont bons en goût parce qu'ils sont très orientés pour séduire au niveau du goût de la population sur lequel ils vont cibler. Avant une réunion, avant quelque chose d'important, on a tous, et c'est naturel et physiologique d'avoir une montée du stress. C'est le stress de la performance. Si tu veux faire quelque chose de bien, mais tu as envie que ça se passe bien, et donc du coup tu te mets dans un état en amont qui te donne à la fois une force mais une fragilité. Donc ces produits vont très vite récompenser cette partie-là. Il y a un côté de la récompense. Comme quand tu donnes quelque chose à un enfant, quand tu donnes quelque chose à un animal, et qu'est-ce qui se passe? Tu donnes quelque chose à quelqu'un, mais il revient, ça lui plaît. Donc c'est ça qui a été beaucoup développé dans ces produits. C'est de la dopamine entre autres? Alors ça va soit par la dopamine, donc ça va renvoyer ce côté qu'on appelle le côté Pavlov, c'est-à-dire tu fais une action et ça te revient parce que tu as un auto-entraînement là-dessus. Le danger, c'est que parfois tu as un apport majeur calorique ou autre, qui a du coup aussi ses méfaits. On commence à voir, mine de rien, quand tu le dis, le déficit de sommeil, tu l'as évoqué plein de choses, mais aussi sur la santé mentale et aussi sur la nutrition, donc il y a une vraie boucle là-dedans. Est-ce que je me trompe, le rôle de la sérotonine à ce moment-là? On m'avait dit qu'un déficit de sérotonine pouvait justement expliquer cette sensation de fatigue dès le matin, que la sérotonine pouvait être facilité ou inhibé en fonction de ce que je mangeais la veille. Tu as un avis là-dessus? Oui, alors la sérotonine, c'est un neurotransmetteur majeur dans le cerveau qui est très bien connu parce que, par exemple, la plupart des antidépresseurs vont aller jouer là-dessus. Et tous ceux qui s'intéressent au sommeil, qui s'intéressent à la nutrition, en fait, c'est une voie très importante. Elle vient du tryptophane, qui est un acide aminé qu'on a dans l'alimentation, qu'on a parfois aussi dans le chocolat. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il faut manger du chocolat comme le magnésium. Et donc, du coup, ce tryptophane d'alimentation va être transformé et métabolisé dans le cerveau pour aller sur la sérotonine. Et la sérotonine a un rôle sur la satiété. D'accord? Et cette sérotonine, tu vas voir tout l'intérêt pourquoi j'en parle, cette sérotonine est transformée en mélatonine dans le cerveau et elle est sécrétée par la glande pinéale qui est l'hormone de régulation et favorisante du sommeil. C'est pas un hypnotique, c'est pas un traitement qui fait dormir, c'est que ça favorise pour le corps et pour le cerveau une ambiance pro-sommeil en fait. Donc si je résume, en fonction de ce que j'ai mangé, il y a plus ou moins des acides aminés qui vont me permettre de créer de la sérotonine dans mon corps et la sérotonine dans mon corps va être transformée dans mon cerveau en mélatonine qui me permet de mieux dormir. Exactement. Ce qui veut dire qu'il y a une boucle directe entre quand je mange entre guillemets bien avec des bons acides aminés, notamment le tryptophane, je vais mieux dormir et être plus en forme. Et si je mange pas bien, donc de la nourriture ultra transformée faible en acides aminés, je vais moins bien dormir. Si je me trompe, non, c'est ça, c'est ça. Après, il y a le côté nutritionnel plus global. L'intérêt, c'est d'avoir toujours ces acides aminés
toujours ces nutriments, tous ces oligo-éléments qui sont nécessaires. Le magnésium est indispensable, il y a du fer aussi qui vont jouer là-dessus dans le métabolisme. L'intérêt, c'est de voir qu'il y a plusieurs neurotransmetteurs, il n'y en a pas un qui est magique, qui fait tout. Le corps, il est merveilleux, mais il est toujours volonté d'être complexe, c'est-à-dire pour pas qu'il n'y ait qu'une seule chose qui puisse mettre tout en faillite. Ah, je veux bien que tu m'expliques ça. Donc ça, il y a dans l'éveil et le sommeil, et dans la santé mentale, il y a beaucoup de neurotransmetteurs. Et donc du coup, l'intérêt, c'est comment ils fonctionnent, comment ils sont en équilibre. Pour le sommeil, les neurotransmetteurs, c'est un peu complexe, donc même moi, je m'y perds, tu vois. On peut être expert de quelque chose, mais on n'est jamais expert de tout. Donc l'idée, c'est de comprendre, principalement, c'est un truc assez banal, c'est ce qu'on appelle le flip-flop switch. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être promoteurs de l'éveil, d'autres choses qui vont être promoteurs du sommeil léger et profond, et un troisième qui va être une bascule pour le sommeil paradoxal. Donc il y a vraiment, et on en reparlera peut-être après ces stades de sommeil, mais en fait il y a 3 états. Il n'y a pas sommeil-éveil, ça c'est ce qu'on dit pour le cycle, mais en fait dans le fonctionnement cérébral, pour le côté sommeil, il y a ces 3. Éveil, sommeil lent léger, sommeil lent profond, et le sommeil paradoxal. Et en fait, pour chaque chose, c'est des flip-flops, c'est-à-dire qu'il y a un côté on-off de chacun. Donc quand tu passes de l'éveil au sommeil léger, tu inactives l'éveil et que tu actives le sommeil léger, et ainsi de suite. D'accord ? Et en fait, tu fais des passages de l'un à l'autre. C'est pas le bazar. Donc, tu as un ordre aux choses. Et ces neurotransmetteurs vont jouer. Mais il n'y a jamais un neurotransmetteur qui fait tout. Dans la santé mentale, il y a aussi ça. Il y a 2 grands qui sont connus. C'est la noradrénaline et la sérotonine. Et après, il y a aussi l'acétylcholine et l'histamine. Mais je dirais les 2 grands qui sont le dynamisme de la dopa. Donc tu disais la récompense, le dynamisme, l'éveil, le côté motivation, et le côté plutôt régulation, apaisement, gestion du stress, satiété, apaisement physique et psychique, qu'est la sérotonine. Je veux bien que tu me les expliques, ces différentes phases de sommeil, parce que c'est peut-être clair pour toi, mais moi c'est des trucs où, tu sais, c'est un peu con, mais je me dis toujours, c'est des grands modèles qu'on a pu nous expliquer. J'ai l'impression que c'est là depuis tellement longtemps que forcément, au bout d'un moment, la science l'a réfuté. Je veux bien que tu me fasses une mise à jour là-dessus. Bien sûr, Greg. Alors, je suis pas sûr que la science l'a réfuté. Ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle est moins dogmatique. C'est moins une vérité, que tout le monde est pareil, que c'est comme ça. Donc ça, je pense que c'est intéressant et c'est parfaitement dans notre rôle de sensibilisation d'en reparler. L'idée simple, c'est ce qu'on a appelé les trains de sommeil. Ouais. Tu sais, c'est 90 minutes que tu décrivais. Et ça, c'est un wagon. Donc il y a une locomotive qui est le passage du déclenchement de l'éveil au sommeil. Donc ça, c'est le wagon de tête, c'est un peu le TGV, le point de départ. Et après, tu as des wagons qui correspondent à chaque cycle de sommeil, donc à peu près 90 minutes. Et ça, chacun est réglé. Et on verra à quel point, parfois, c'était intéressant d'avoir le temps de ces cycles, parce qu'il y en a beaucoup qui ont extrapolé, notamment pour les sportifs de l'extrême. Donc, tes cycles de sommeil, c'est tu passes de l'éveil, tu fermes les yeux, et tu vas progressivement en fait te désynchroniser de l'éveil. En fait, tu vas te recentrer sur toi, et le but, c'est que le sommeil, en fait, se mette en mode automatique, en pilote automatique, pour lui-même. Par contre, c'est un cerveau qui va travailler. Le sommeil, c'est pas du repos pour le cerveau, c'est bien l'inverse. Il va faire plein de fonctions vitales. Donc c'est pour ça qu'il faut le préserver. Tu t'endors avec un sommeil lent léger. En fait, ce cerveau, à ce moment-là, il est désorganisé par l'éveil puisqu'il faisait plein de choses. Il y avait tous les organes qui fonctionnaient, il y avait tous les sens qui fonctionnaient. Et là, le but, c'est de se couper de ce monde-là. Donc il va se synchroniser entre les différentes aires cérébrales, donc ce qu'on appelle les fuseaux, il synchronise, et ce qu'on appelle aussi les complexes cas, qui sont en fait en rapport avec la réponse évoquée auditive, c'est-à-dire que quand on entend quelque chose, ça envoie un signal au cerveau. À chaque fois qu'on entend un son, c'est transmis pour le cerveau pour qu'il l'intègre. D'où les acouphènes quand on est fatigué, ou ça n'a rien Exactement, il n'y a plus le filtre. Donc tu entends tout le temps un bruit de fond. Quand on est dans son lit, on a l'impression de chuter. Oui. C'est ça, c'est l'oreille interne qui déconne au moment où ça se synchronise. Alors, on ne sait pas forcément d'où ça vient, c'est un mécanisme assez simple parce qu'en fait, ça correspond à ce que tout le cerveau n'était pas en phase. Et donc, du coup, tu perçois des choses très sensorielles qui sont adaptées. Et ça, c'est ce que je vais dire après les cycles de sommeil. C'est quand ton cerveau n'est pas en phase. Et donc, il y a des zones locales de sommeil et qui ne sont pas homogènes. D'accord ? Donc, tu as des loupés entre l'un et l'autre. Comme un puzzle qui se mettrait pas bien en phase. Exactement. Il manque la dernière pièce, elle n'est pas arrivée au bon moment. Donc, tu n'as pas l'image complète, quoi. Et là, boum, il y a un trou. Tu tombes dans tu tombes dans le trou. Du coup, en fait, ce complexe cas, il sert à te désynchroniser sur le sensoriel extérieur, notamment auditif. Et donc, tu te refermes sur toi. Bien sûr, on reste perceptif, c'est-à-dire que s'il y a un danger, le but c'est que le corps il puisse s'éveiller. Donc il y a des systèmes. Ça s'appelle un coma. Exactement, c'est le coma, où tu n'es plus alerte sur l'environnement. Donc la personne qui dort, qu'on disait par exemple dormir sur ses 2 oreilles, c'était pouvoir s'abandonner et qu'on n'ait plus à écouter ce qui se passe autour.
Et en fait, les nouveautés qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le sommeil focal ou local. C'est une équipe, par exemple, à l'Institut du cerveau à Paris qui travaille beaucoup là-dessus et qui est vraiment, à mon avis, ça a la suite au niveau neurosciences et au niveau des découvertes scientifiques. C'est que parfois, le cerveau, il n'est pas en phase. Et donc, on pense qu'on dort partout pareil, que c'est toujours magique. Et ben non. Et donc, ça explique beaucoup les symptômes qu'on a, comme tomber dans le vide, comme le somnambulisme. Quand on dort et qu'en fait, on va se mettre à marcher, ben comment c'est possible puisqu'il dort? Eh bien si, c'est possible. J'ai même eu un patient cette semaine, malheureusement pour lui, sur un accès de somnambulisme, il a réussi à se casser le nez parce qu'il allait tout droit dans le mur. Et il ne s'est même pas réveillé avec le sang, le nez qui faisait mal, il s'est réveillé bien après. Donc la douleur était shutdown. Filtré, mais par contre, il a fait la fin de son épisode et sur autre chose qui était beaucoup plus banale, il a fini par se réveiller. Et là, bien sûr, il ne s'en rappelait pas. Parce qu'il avait fait tout ça en dormant. Donc c'est possible. Est-ce que les gens qui ont des terreurs nocturnes, c'est en lien avec ça ou c'est encore autre chose? Alors ça fait partie des parasomnies, donc comme le somnambulisme. Et c'est justement un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va reprendre une vocalisation qui est là liée à une peur inconsidérée, notamment de l'enfant. Donc la terreur nocturne, pour être assez clair, c'est quand même, ça concerne que l'enfant, plutôt le petit enfant. Et c'est une forme plutôt assez rustre, assez primaire de ce qu'on appelle la famille des parasomnies, donc, dont le plus connu est le somnambulisme. Et en fait, c'est un enfant qui va être inconsolable, qui va crier à un point de se mettre en sueur, des yeux écarquillés, ainsi de suite, vraiment dans une terreur et qui est peu consolable. Donc c'est parfois difficile pour les parents. Donc il faut rester comme dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire on le rassure, on est là sur la durée, mais c'est pas en 10-20 secondes que ça s'arrête, ça met plusieurs minutes, parfois plus. Donc après, il faut le laisser dormir, parce qu'en fait, c'était qu'il a vécu de manière intense, vraiment un équivalent de rêve, et c'est une émotion intense, et donc il a vécu l'émotion intense. Quand on dit qu'il ne faut pas réveiller les somnambules, parce que ce serait dangereux, c'est vrai? Alors, faut pas les réveiller dans le sens de pas respecter les gens. Ce qu'il faut, c'est les raccompagner au lit. Pas de violence verbale, pas de violence physique, parce qu'à ce moment-là, c'est le cerveau reptilien qui fonctionne, c'est pour ça qu'ils peuvent marcher et faire des choses, mais il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'interaction sociale, donc après, c'est comme un animal. Si on est violent avec quelqu'un de quelque chose, on risque de prendre la même chose dans l'autre sens. Donc si on réveille brutalement quelqu'un de ça, on peut avoir un coup, on peut avoir une altercation, et donc ça, c'est utile à personne. Surtout que souvent, sur le somnambulisme, il n'y a pas forcément un danger de ce qu'ils font. Il y a des accès dangereux. J'ai un patient, il était au rez-de-chaussée heureusement, mais il a pêché par la fenêtre pendant son rêve, son somnambulisme. Il faisait des trucs. Alors je sais pas ce qu'il a attrapé à part un gros poisson, mais heureusement il s'est rien passé. Oui, s'il est au 27e étage. Sur ces accès parfois dangereux, c'est important qu'en consultation on le prenne très au sérieux et qu'on leur donne des conseils simples de sécurisation de la pièce. Parce que finalement, on n'est pas intelligent à ce moment-là. On va juste enchaîner les actions logiques par rapport à ce qu'on rêve. Cerveau reptilien. Cerveau reptilien, c'est le cerveau d'en bas, en fait, du tronc cérébral. Donc, il n'y a pas tout le cortex, toute la partie comme on a. Pas de réflexion, pas d'organisation. Juste on agit sans réfléchir. C'est le comportement automatique. Donc là, on en est aux phases sommeil léger. Sommeil léger. Donc après, tu as le sommeil profond. Qui dure 90 minutes, ce sommeil léger? Alors non, il dure 10, 20, 30 minutes. Et donc après, on enchaîne en sommeil profond, qui va représenter 20-30% de la nuit, mais sur chaque cycle aussi. Et donc, il est surtout présent ça sur les premiers cycles du sommeil, le sommeil lent profond. Là, c'est de la synchronisation pure, c'est que des ondes lentes. Mais comme c'est du potentiel électrique? Potentiel électrique de la cellule. Et comme c'est lent, en fait, on le voit là-dessus parce que tout est synchronisé, en fait. Ça veut dire que pour pouvoir avoir un sommeil profond, tu es obligé d'avoir un sommeil léger de synchronisation avant? En général, oui, puisqu'il va permettre de faire les transitions. Donc, pour finir sur le cycle de sommeil, le sommeil lent profond, on est synchronisé. Et là, l'idée, c'est de la répétition. C'est-à-dire que c'est comme si tu as pris une gamme de faire du piano. Et bien là, tu vas le faire des milliers de fois, des milliers de fois. Donc, en fait, tu vas consolider ta mémoire, notamment tout ce que tu as appris de la journée. Et puis, tu vas aussi enlever tout ce que tu penses pas important. C'est pour ça qu'on dit que le sommeil avant minuit, les heures qu'on double avant minuit, c'est pour les enfants notamment, parce qu'il y a beaucoup de ce sommeil lent profond. Il faut que les enfants ne soient pas en dette de sommeil. Ils ont des besoins plus importants que l'adulte, donc ils ont besoin de plus de 10 heures. Donc il faut les coucher avant minuit pour qu'ils ne soient pas en dette. Et du coup, le sommeil le plus important du début de nuit, c'est le sommeil profond qui sert à la consolidation des apprentissages. Donc très important chez l'enfant. Donc si je résume, on a le sommeil léger, le sommeil profond, et le troisième, c'est le sommeil paradoxal. Paradoxal, c'est ça. Paradoxal pour l'adulte et sommeil agité chez l'enfant. C'est la dernière partie pour l'adulte de ce cycle de sommeil. C'est un état très différent des autres, puisque là, le sommeil il va être agité, ça va dans tous les sens, donc le tracé, il devient tout petit, et c'est là où on va bouger les yeux. Tu vois, quand tu regardes tes enfants qui dorment, les yeux fermés, il y a les yeux qui vont bouger rapidement. Donc c'est pour ça que les Américains, les Anglais, appellent ça le REM sleep, c'est les Rapid Eye Movement, les mouvements rapides oculaires. C'est l'état qu'on associe historiquement avec la découverte des rêves. En fait, aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on rêve que là. On rêve pendant ce temps-là, mais on rêve peut-être aussi à d'autres moments. Ce sommeil, il est à l'opposé des autres.
et il est à la base de plein de fantasmes, mais aussi de vraies belles découvertes scientifiques. Ça a été découvert par un Français, donc pour une fois qu'on a du Made in France, Michel Jouvet à Lyon, et après il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, y compris aux États-Unis, Emmanuel Mignot, Christian Guilleminot, qui sont des Français qui se sont expatriés pour aller faire de la recherche et faire des très belles découvertes et qui ont trouvé des neurotransmetteurs, qui ont inventé beaucoup de choses en médecine du sommeil. Donc on a vraiment un vivier français intéressant. Ça date de quelle époque ça? C'est les années 60 à peu près pour Jouvet, c'est après-guerre. Et les découvertes des neurotransmetteurs, il y a une dizaine d'années, des années on va dire 2000, 99 et puis confirmé en 2000-2010. Et ça a eu le prix Breakthrough en 2023, donc l'année dernière, pour Emmanuel Mignot, avec l'orexine et l'hypocrétine, qui a un rôle dans la régulation de l'éveil et du sommeil paradoxal, avec des retombées sur la narcolepsie, une maladie où on s'endort, des attaques de sommeil, et aussi dans l'insomnie, puisque finalement, c'est un neurotransmetteur qui va jouer à la fois pour éveiller et pour le sommeil paradoxal. Donc en fonction, si on est plutôt à le stimuler, on est à le bloquer, et bien en fait on va avoir des actions dans l'insomnie et des actions dans la narcolepsie. Ouais, c'est finalement l'insomnie et la narcolepsie, c'est l'extrême de deux spectres du sommeil. Exactement. Mais on revient à mon modèle flip-flop. C'est-à-dire que si finalement entre l'éveil et le sommeil, peut-être pas le sommeil léger mais le sommeil paradoxal, et bien ce flip-flop, en fait ce neurotransmetteur, il joue beaucoup sur cette connexion-là. Et dans cette maladie, ben, finalement cette connexion existe alors qu'elle ne devrait pas avoir lieu, parce que le neurotransmetteur, ben, il a été abîmé, il n'est plus là, les cellules ont été détruites dans la narcolepsie, et donc du coup, ben, en fait, il y a ce passage qui n'est pas le passage souhaité physiologique. Donc on a une explication et ça apporte, c'est vrai, c'est très beau, c'est les recherches qui en 10 ans ont apporté des solutions concrètes pour les patients avec des premiers traitements qui sont arrivés ou d'autres traitements qui sont en recherche, qui méritent d'être confirmés, peaufinés et trouver les bonnes cibles à la fois physiologiques, à la fois de pathologie et puis à la fois dans la vraie vie pour les patients parce qu'il y a une découverte scientifique que malheureusement c'est toujours une réponse pour tous les patients qui souffrent de ces troubles. Donc ce sommeil paradoxal, il est vraiment important et il est pour la plupart des gens associé, et c'est vrai, à la créativité. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire aussi procédurale à ce moment-là, quand tu apprends à faire du vélo, mais c'est aussi te permettre d'apprendre et de progresser. C'est-à-dire c'est là où tu résous tes conflits. En fait, c'est un peu comme la boîte d'entraînement, la salle d'entraînement. Tu fais des sports de combat, avant la compétition, tu vas t'entraîner. Et ben, la nuit, quand tu as appris tes nouvelles prises en faisant ton jiu-jitsu, et ben, en fait, la nuit, dans ton sommeil paradoxal, tu vas réinventer les prises, tu vas les peaufiner, tu vas les préciser. Donc ton sommeil lent profond, il te refait 1000 fois la combinaison. Ton sommeil paradoxal, il va te l'améliorer. Et le lendemain, tu dis « Ah, j'ai pensé, je vais pouvoir faire comme ça. » Est-ce que réviser avant de se coucher, ça a une différence? Le cerveau, il n'aime pas bachoter. D'accord? Donc, c'est-à-dire, juste avant de faire quelque chose, penser qu'il va bien réciter. Comme on dit, il faut mieux dormir sur son problème pour le résoudre. Eureka, c'est quelqu'un qui a dormi et qui s'est réveillé le matin avec sa solution. Donc, le cerveau, il est fait pour ça parce qu'en fait, quand tu apprends quelque chose, tu apprends massivement tout. Mais tu apprends autant l'image que tu vois de ton texte que le contenu spécifique. Donc, en fait, le but, c'est après de trier. Et ça, la sieste et le sommeil sont utiles à ça. Donc, on sait par exemple sur les tâches d'apprentissage que si on fait une sieste pour les enfants ou les adultes après une tâche d'apprentissage, ceux qui ont fait la sieste versus pas fait la sieste, un temps de repos et à faire autre chose, mais ceux qui ont fait la sieste, ceux qui ont fait une bonne nuit de sommeil versus ceux qui ont été en dette de sommeil, toutes les études sont positives pour dire qu'on retient mieux les choses. Je vais pousser le bouchon un peu loin, je me mets dans la position où quand j'étais en terminale ou en première année de médecine, je devais apprendre beaucoup de trucs. La veille de l'examen, il est 20h, est-ce qu'il vaut mieux que je bosse de 20h à minuit pour apprendre tout ce que j'ai à apprendre et dormir le reste de la nuit, ou est-ce qu'il vaut mieux que je bosse jusqu'à 6h du matin pour aller à mon épreuve? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre, tu vas pas écouter, il aime pas bachoter, donc bachoter, c'est la veille. C'est mieux de bosser un peu le soir que jusqu'à 6h. En fait, qu'est-ce qui se passe si tu bosses à 6h? C'est comme pour le sportif, en fait. Si tu veux faire tout ton entraînement, pas de transition et enchaîner sur la compétition, ta chance de réussite, elle est quasi nulle, ou en tout cas très faible, par rapport à ta propre performance. Par contre, tu étais meilleur que moi à faire quelque chose. Tu peux rester meilleur que moi parce que tes facultés étaient supérieures. Mais ta performance individuelle va chuter. Si on prend pour des concours, par exemple, si on a donné des conseils pour des jeunes qui font leurs études et qui sont en terminale, ça on en voit beaucoup en consultation aujourd'hui parce qu'ils ont de la dette de sommeil, parce qu'ils vivent pas bien, parce que tout le monde est stressé. Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'ils vont récupérer? Est-ce qu'ils vont réussir leur concours? Clairement, un concours, ça se prépare sur la durée, sur l'année. C'est un marathon, pas un sprint. Exactement. Tu as parfaitement résumé ça. L'idée, c'est d'avoir un sommeil de bonne qualité avant la performance, avant d'apprendre et avant d'être en compétition, c'est-à-dire au moment de l'examen. D'accord? Donc d'être pas arrivé en dette de sommeil le jour de l'examen, c'est le meilleur moyen pour que tu arrives avec des capacités opérationnelles. Puisque
ton cerveau, il aura retravaillé ses connaissances. Et 2, par rapport à ce que je dis sur la dette de sommeil tout à l'heure, il sera capable de performer à ce moment-là. Parce que tu peux avoir les connaissances au fond de toi, mais si le jour où tu le fais, tu es en dette de sommeil et du coup tu es en défaut de performance, et ben, tu vas avoir du mal à faire, tu vas être irritable, tu vas t'agacer, tu vas pas être attentif, tu vas te tromper. Moi je me rappelle, je me suis trompé au bac sur un bout de mon examen en maths, ça m'a planté tout l'exercice, j'ai perdu 5 points, j'étais bon en maths, j'ai eu une note moyenne au bac en maths à cause de ça. Et tu as quand même fini neurologue. Et oui, parce que par contre en médecine, j'ai très bien dormi les jours avant, notamment sur le 2e semestre, où j'ai dormi 12 heures les 3 nuits avant, j'avais fini mes révisions, et clairement je suis arrivé le jour de l'examen dans une confiance qui était incroyable. Le cerveau, c'est un super pouvoir de bien dormir. J'étais pas stressé en fait, j'étais content d'être là, et on le voit chez les sportifs, ceux qui dorment bien, ils sont contents d'en découdre, ils sont contents d'être là dans l'épreuve, ils le subissent pas, parce que comme ils ont bien dormi, parce qu'ils ont préparé leur environnement, bah ils sont focus. Tu aimes bien la progression neurolinguistique, tu le vois quand ils rentrent sur le terrain, est-ce qu'ils ont une bonne tête ou pas, est-ce que leur posture elle est bien. Le corps il transparaît de sa réussite ou de il transparaît la fatigue aussi quand c'est exactement. le cas. Moi je me rappelle parce qu'on avait la chance de le faire venir, on a eu David Douillet qui est venu juste à un événement médical avant les Jeux Olympiques et nous parlait de ce que c'était qu'un sportif de haut niveau et qu'est-ce que le très haut niveau. Et il parlait d'être en phase comme ça et il dit du coup tu perçois plein de choses, il percevait des choses de son adversaire. Sur le moment il était capable de ce qu'on appelle en métacognition, c'est-à-dire d'être capacité d'analyser quand tu fais quelque chose ce qui se passe et pas d'être que pris par l'engrenage de ce que tu fais. Et donc tu arrives à avoir cette espèce de te superviser, d'accord, comme tu as dans les jeux vidéo. Quand tu te vois à la 3e personne, tu vois ce que tu fais. Mais là, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Ça, c'est un des aspects. Et ça te permet d'être en phase. Et donc ça, quand les joueurs, ils ont ça, on sait qu'ils réussissent. On voit qu'ils sont à l'aise, on voit qu'ils performent. Et ça, pour l'avoir, il n'y a pas 36 000 choses. Bien dormir en amont. Et après l'effort, prévoir un temps de récupération. Les joueurs parlent tous des cadences infernales. Si après les matchs de dimanche soir à 21h, Stade Toulousain, 80% des matchs top 14 à 21h, 70 soit dimanche. Le lundi matin, il ne faut pas les faire s'entraîner à pousser de la fonte à 8h du matin. Pareil chez les nageurs, ça a été bien étudié avec des études. Si le week-end, ils sont off parce que tous les sportifs ne sont pas forcément au même niveau, il ne faut pas les mettre à 7h du matin de manière perverse pour les faire performer et faire des entraînements durs. Parce qu'ils vont se blesser, ils ne vont pas prendre plaisir. Et du coup, on le voit, tous les champions, les témoignages, Léon Marchand, ainsi de suite, Michael Phelps, qui sont des gens qui s'entraînent énormément, une charge de travail qui est colossale. Il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils aient envie d'y aller. Donc si tu les mets en contrainte, en dette de sommeil lundi matin, ils ne performent pas, ils peuvent se blesser, ils n'ont pas la santé mentale qui va avec. Et on le voit aujourd'hui dans les sportifs, que la santé mentale, c'est un point aujourd'hui qui était sous-coté, sous-estimé et qui pose souci. Il y a beaucoup plus de missions aujourd'hui pour les accompagner là-dessus parce qu'on les pensait surhumains, on les pensait avec des super pouvoirs. Ben non, c'est des humains comme nous. Et en plus, ils sont dans un haut potentiel parce qu'on leur demande beaucoup. Qu'est-ce qu'on a appris de ces sportifs de haut niveau, de la dette de sommeil, du plaisir, qu'on pourrait appliquer aux sportifs amateurs qui nous regardent? Ce que tu as dit, c'est repérer les signaux qu'on n'est pas bien. C'est-à-dire que pour être bien, il faut être en phase. Est-ce qu'on peut faire quelque chose bien sur la durée de sa vie si on n'est pas en phase? Donc là, le sommeil, il est important. Et les signes de sommeil qui ne vont pas, c'est important pour corriger ces facteurs de vie. Chez le sportif, ce qui est intéressant, c'est que ça fait longtemps qu'ils ont compris, en tout cas, moi je trouve plutôt admiratif des sportifs que j'accompagne aujourd'hui, de l'importance du sommeil. Ils vont beaucoup plus vite. Le message, il leur parle beaucoup. Tu parlais des gens que tu voyais en kiné, ils disaient, je leur dis, mais est-ce qu'ils m'écoutent? Clairement, le sportif, aujourd'hui, il écoute beaucoup. La question, c'est d'arriver à rentrer en connexion avec lui, parce qu'ils sont sursollicités, il y a beaucoup de gens autour. Mais quand tu leur parles de choses comme ça sur la récupération, tu sens qu'ils sont présents, tu sens que ça leur parle, tu sens qu'ils ont testé des choses, en bien, en mal, mais ils ont testé, ils sont demandeurs. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Et donc, la façon dont moi, j'ai communiqué depuis ces dernières années avec le sportif, ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma pratique pour les patients, parce qu'ils ne pensent pas qu'un sportif de haut niveau a besoin de conseils et que le sommeil c'est important. Donc ça aide beaucoup le profane, n'importe quel jeune adulte qui a besoin d'être accompagné. Donc de dire, lui je l'accompagne, il en a besoin, moi je vais l'appliquer parce que, attends, comment il joue, c'est un mec connu, s'il fait ça, je vais adhérer. Donc ça c'est un bon message. Et puis les recommandations 2021 de Walsh, où il y a les gens de l'INSEP, Mathieu Denelec qui ont participé, est important. Ils ont dit, le sportif de haut niveau, il a besoin de dormir plus que la population, au moins 8h30 de sommeil. Donc 1h30 de plus que la recommandation basse qu'on fait en population. Le conseil numéro 1 que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait atteindre cet état de flow, cet état que tu as décrit, tu l'as décrit comment tout à l'heure? Flow, ça me va bien, je ne l'ai pas dit, mais ta façon de reformuler. Métacognition, tu as dit ça? Alors métacognition, c'est un état, c'est un concept neuroscientifique qui permet, c'est ce qu'on appelle apprendre à apprendre, penser à penser. Donc l'idée, c'est cette capacité
Et quand tu es en flow, tu es typiquement là-dedans. C'est cette capacité à comprendre que le cerveau, il a une capacité extraordinaire à comprendre ce qui se passe, y compris en live. D'accord ? Et pas juste subir. Moi, la première fois que j'ai fait une présentation aux États-Unis sur un congrès international, je ne me rappelle pas de ma présentation. Pourtant, c'est un super souvenir. Mais je ne me rappelle de rien. Parce qu'à cause du stress, à cause de l'obligation de performance, parler en anglais, des centaines de personnes autour, des questions, plein de gens que tu connais pas, le décalage horaire, il est 4h du matin, t'es comme ça, et ben j'ai fait une bonne présentation, ce qu'on m'a dit, mais moi j'en ai aucun souvenir. Parce que mon cerveau était tellement sûrement concentré à faire ce que j'ai fait, que j'ai eu une amnésie traumatique, une amnésie psychologique, parce que mon cerveau n'était pas éteint, il a fonctionné. Mais je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle même pas ce qu'il y avait autour. On m'a dit, t'as vu, il y avait un bouton pour machin, il y avait ça, il y avait ton chrono. Bah non, j'ai pas vu. Et pourtant, mes yeux l'ont vu, j'ai interagi avec, j'ai touché dessus. Mais je ne me rappelle pas. C'est-à-dire que je n'ai pas la mémoire de ce que j'ai fait. Et donc, plus tu es en phase, plus tu es performant, plus les joueurs vont te le dire. Par exemple, on voit quand les buteurs, ils se focalisent. Mais c'est pas qu'ils veulent qu'il y ait du bruit ou pas de bruit. Parfois même d'ailleurs, le pas de bruit va les choquer. Parce qu'ils sont habitués à jouer dans cette cacophonie. Mais par contre, en préparation mentale, et la préparation mentale sera d'autant plus efficace que tu as bien préparé ton sommeil, et donc que tu es en phase, et tu vas pouvoir faire que ton cerveau, il gère tout ça. Et ça, il est fait pour. On est tous faits pour. Le cerveau a besoin du sommeil pour apprendre. Et j'ai une pensée pour ceux qui sont addicts à leur téléphone, et justement qui sont en train de regarder cette vidéo à 2h du matin, en train de se dire, en fait, j'arrive pas à dormir, et au moins d'être devant une vidéo, ça m'occupe. À quel point ils sont cassés? C'est pas bon de regarder les écrans le soir ou la nuit avant de dormir, puisque il y a une situation très intense, intellectuelle, addictive, puisqu'on perd son temps quand on scrolle, hein, tu perds ton temps, tu perds ton fil du temps. C'est-à-dire quand tu penses avoir fait une lecture des réseaux, ou tu as joué à des jeux vidéo, tu penses avoir joué 10 minutes, tu as joué une demi-heure. Et c'est fait pour. Ça vient, on l'a très bien aussi dans le casino à Las Vegas, si tu es déjà allé. Je suis allé au casino à la Beige. C'est pas la même. Ça fait moins rêver. Bon, le principe du casino, c'est qu'en fait, tu n'avais pas la porte de sortie et tu n'avais pas de lumière du jour. Donc en fait, on te désynchronise complètement. Tu joues en illimité, H24, 365 jours par an. Ça ne s'arrête jamais. Et donc du coup, ton cerveau à ce moment-là, il perd ses repères. Donc il a des biais cognitifs, il ne se rend pas compte depuis combien de temps il est là, où il fait les choses. Et comme c'est addictif et que tu espères gagner, tu as une appétence, et ben tu perds ton rythme. Après, l'idée, c'est que la personne qui dort, est-ce qu'il est en phase? Si c'est pas son heure de dormir, ça sert à rien de rester au lit. Alors, on va pas conseiller de regarder ces écrans si on dort pas, mais le but, c'est de s'apaiser. Après, il y a la lumière bleue, les écrans, ils sont très riches avec ces LED à 430 nanomètres, qui est la sensation visuelle qui est la plus éveillante pour les cellules optiques de l'œil à mélanopsine, et qui vont aller par les récepteurs, aller jusqu'au noyau suprachiasmatique qui est en amont de l'horloge. Et donc ça va être le synchroniseur, les donneurs de temps, sauf que là, il donne le mauvais temps, puisque c'est pas la bonne heure. Il donne de la lumière d'éveil, il va stimuler, donc la lumière, le contenu, c'est très éveillant. D'accord ? Donc on peut mettre des filtres. Il y a, pour les applications de nos amis du smartphone, ils ont développé, puisque la question c'est est-ce qu'un jour ils vont être jugés responsables des méfaits en santé, d'avoir consommé des écrans le soir, la nuit, d'avoir perturbé la vie des gens. Et il y a aussi les phénomènes donc, de lunettes, où on peut filtrer certaines lumières de la bande spectrale. Donc l'idée c'est, oui on peut utiliser ça le soir. Moi ce que je conseille c'est qu'il y a autre chose à faire. Après on n'est pas égaux, Greg. Si moi je regarde mon écran avant de dormir et que je dors bien et que je ne suis pas en dette, le problème, c'est pas mon écran, c'est que je gère bien mon temps de vie et mon temps de sommeil. Celui qui, par contre, qui est sensible, qui est fragile, il va avoir tendance à une consommation plus importante et des dégâts plus importants, c'est-à-dire que ça va l'empêcher de dormir ou ça va venir fragmenter son sommeil. Bon, ça fait un petit moment qu'on papote, mais c'est un sujet, je vois, qui nous passionne tous les deux, et je suis sûr, dites-le moi une fois de plus, vraiment j'ai besoin de vous, des référencements, d'un petit peu de like et nous dire cool pour cette vidéo, pour pouvoir avoir toujours des invités de qualité. Alexandre, j'ai envie aujourd'hui que tu nous donnes, maintenant que tu nous as bien expliqué la problématique, les solutions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux dormir? C'est quoi le top 5 des conseils que tu pourrais donner aux gens qui ressentent les symptômes d'un déficit de sommeil? Donc l'idée, c'est d'avoir une chambre qui est fraîche, qui va te permettre d'avoir une garantie d'obscurité et d'insonorisation. C'est-à-dire pas de bruit, pas de lumière. D'accord ? Le cerveau, la nuit, il va rester sensible, même si on a les yeux fermés, même si on pense dormir, à ces nuisances-là. Donc, il faut une chambre fraîche, entre 17 et 19 degrés. 17 et 19 degrés. Oui, donc c'est frais. Mais après, avec une bonne couette, comme tu connais, l'idée, c'est d'avoir chaud sous le lit. C'est pas d'avoir chaud hors du lit. Donc, pour s'endormir, on a besoin de baisser en température centrale. Donc, pour baisser en température centrale, il n'y a pas 36 000 façons. Il faut perdre la chaleur par ses extrémités.
Donc typiquement, on le sait par la tête, et notamment l'enfant qui perd beaucoup par la tête. Mais c'est aussi pour ça que souvent, quand on s'endort, si tu l'as fait aussi, les hommes sont plus sensibles que ça que les femmes, c'est qu'on va sortir un bras, une jambe de la couette. Et bien ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ton baromètre qui régule ta température. Donc c'est normal, on est tous comme ça, notamment les mecs, de sortir juste une jambe. Oui, et c'est comme ça que tu t'endors. Puisqu'à ce moment-là, quand tu sors ta jambe ou ton bras, eh ben, cette zone-là va perdre de la température et tu vas pouvoir baisser ta température intérieure. Donc on a une bitempérature. Nous, on est au chaud, mais le reste de la pièce est frais pour nous permettre de réguler la température. Exactement. Moi, j'ai une question très précise. Le moment du câlin juste avant de s'endormir, où elle a besoin d'être au chaud, mais moi, c'est une étuve. Je ne peux pas être sous sa couette et il fait trop chaud, j'arrive pas à m'endormir. Mais si jamais je m'écarte, elle me reproche de m'écarter. Pour dormir ou pour autre chose? Pour dormir. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas précis, docteur? Alors, pour la thérapie de couple, il faudra revenir. L'idée, c'est que tout le monde n'a pas la même zone de confort de température. Donc, l'idée, c'est que personne n'est froid sous la couette, mais qu'il y ait une température fraîche au dehors qui permet qu'on va être plus ou moins couvert par la couette, et donc, du coup, plus ou moins confortable pour réguler sa température. Les femmes sont tendance à dormir plus couvertes que les hommes, parce qu'elles ont cette zone de confort qui est plus haute, vers 20-21 degrés, alors que l'homme, il est plutôt vers 19, donc plutôt en phase déjà avec la température extérieure, donc il y a moins besoin de couvert. Par contre, c'est toujours conseillé de dormir avec quelque chose dessus, pas forcément un vêtement, mais au moins un drap. C'est un effet conscient ou inconscient de sécurité, d'avoir quelque chose qui nous enveloppe. Il y a même des gens, quand ils ont plutôt froid ou qui sont plutôt anxieux, et ça a été prouvé avec la NASA ou autre chose, d'avoir une couverture lestée, qui apporte du poids, qui a un effet rassurant. On a ça chez les enfants, on a ça aussi chez l'adulte. Hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas réguler la température de la pièce en été, quand il fait déjà 25 degrés dehors? Les critères de canicule, c'est de considérer sur la température nocturne et pas la température de journée. C'est parce que chaque degré va altérer profondément le sommeil. Il y a des rapports là-dessus qui le montrent. Chaque augmentation de température vient énormément altérer le sommeil en temps et la qualité de sommeil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, au niveau des habitations, au niveau de l'urbanisme, au niveau des matériaux, il y a vraiment un travail sociétal, politique, vraiment massif à trouver, parce qu'on a une température qui peut tendance à se réchauffer au niveau du changement climatique. Et donc, du coup, on aura de plus en plus soumis à des périodes de canicule plus fréquentes, plus prolongées. Et on voit que dès qu'il fait chaud, on dort très mal, très vite. Et donc, du coup, cette température, elle doit être régulée. Bien sûr, à court terme, on peut penser climatisation, autre chose, mais ça a une dépense énergétique majeure. Donc la question, ça va être aussi d'avoir des constructions de bâtiments en géothermie, en haute circulation, qui va mieux isoler. Les amis, je prends juste une minute pour vous parler, comme promis, de notre partenaire du jour, Wopilo. Wopilo prend soin de nos nuits, prend soin de vos nuits, notamment avec toute une gamme de produits pour vous aider à mieux dormir. Des oreillers, mais aussi du linge de nuit qui est hyper respirant et donc vous permet de bien thermo-réguler, mais aussi des matelas. Si jamais vous voulez pouvoir mieux personnaliser vos produits Wopilo, non seulement je vous mets le site de Wopilo dans la description, mais je vous mets aussi directement le lien pour avoir un quiz pour savoir quel dormeur vous êtes et ainsi être mieux accompagné dans le choix des produits sur le site de Wopilo que vous allez faire. À titre personnel, ça va faire 4 ans que je dors avec mes produits Wopilo. Je ne me passe plus de mes oreillers, mais aussi de mes draps dans lesquels je thermorégule hyper bien. Les liens sont juste en dessous dans la description. On a bien compris la thermorégulation, mais aussi il y a d'autres conseils que tu pourrais nous donner pour bien dormir. Ton conseil numéro 2. Conseil numéro 2, c'est la régularité. Clairement, je t'ai dit tout à l'heure, le cerveau, les noyaux cérébraux qui sont impliqués dans le sommeil, c'est des horloges. C'est l'horlogerie suisse, c'est excessivement précis et c'est ce qu'on appelle des complications. C'est des réseaux qui vont tous s'impliquer et clairement d'essayer de ne pas être en dette de sommeil, mais d'avoir des horaires réguliers. Alors bien sûr, il faut le gérer avec sa vie de tous les jours, mais d'avoir ce côté régulier puisque ça va permettre que ça se synchronise. On sait qu'avec le jet lag, avec des dettes de sommeil, on va compenser de cette dette, on va compenser des contraintes chronobiologiques et du jet lag par exemple en 1 à 3 semaines. Donc cette régularité, elle va permettre que les hormones liées au sommeil, les hormones liées à ce cycle veille-sommeil soient respectées et donc d'être en phase. Donc c'est vraiment cette régularité qui est très très importante. On viendra plus tard dans les cas où c'est pas possible d'être régulier. Oui. Conseil numéro 3. Conseil numéro 3, d'aller dormir quand on a envie. Bâiller, les yeux qui grattent, le chaud-froid dans le dos, l'envie de pleurer, ça c'est des signaux directs du cerveau qui dit j'ai envie de dormir, c'est une porte du sommeil. Donc ça c'est le plus facile pour les dormir. C'est pas qu'on ne dort pas à d'autres moments, mais pour quelqu'un qui a une difficulté, qui est en situation de souffrance et qui vient regarder ce podcast, c'est d'attendre ce moment-là.
Et ça, le cerveau, si on n'est pas stressé, si on n'est pas omnibulé par autre chose, il va envoyer le signal. Et là, l'idée, c'est d'avoir un rituel court, et là, on va se coucher, et c'est le plus facile d'aller dormir. Sur ce point-là, j'ai une pensée pour ceux qui n'ont pas ces signaux-là, ou qui sont en train de regarder cette vidéo à 2h du matin, et qui n'arrivent pas à se coucher tôt, et qui sont devant leurs écrans, sans avoir le côté un peu de « c'est pas bien, c'est bien ». Quel conseil tu lui donnerais à celui-ci? S'il ne dort pas à cette heure-là, l'idée, c'est dédramatiser, d'accepter qu'il ne dort pas, et donc de s'apaiser. Et donc, de se mettre dans une rituel. Alors oui, de couper les écrans, il regardera ta vidéo, ton podcast plus tard, il peut le regarder en journée, c'est l'intérêt des replays, mais c'est de se remettre dans une routine qui va l'apaiser. De ressortir de la chambre, s'apaiser, si c'est faire la relaxation, la sophro, c'est très bien, si c'est pas en faire, il lit, il s'occupe. L'état d'épuisement, quand on loupe son cycle, il y aura le cycle d'après. Donc il aura de plus en plus une pression de sommeil. Donc pour cette nuit-là, il n'aura pas une bonne nuit, mais le but, c'est qu'il sauve les meubles. Donc le but, c'est que quand il aura le signal, même s'il est plus tard, c'est plus une question d'heure, mais il ira dormir quand il le peut. Le quatrième conseil, c'est le matin, comme j'ai dit régularité, c'est aussi de se forcer à se lever. Beaucoup des erreurs que font les gens qui dorment pas, qui dorment peu, qui pensent mal dormir, c'est ce qu'on a dans la société, c'est qu'ils vont procrastiner. C'est-à-dire qu'ils vont décaler à plus tard. Donc au lieu de se lever à heure régulière, ils vont rester et dire « Oh mais comme j'ai pas dormi la nuit, c'est une excuse, je vais dormir au petit matin ». C'est pas faux, on dort. Mais souvent, il n'y a plus les mêmes synchroniseurs, il y a du bruit, il y a la lumière, il y a les obligations sociales, il y a parfois la faim, l'envie de faire pipi, et tout ça, c'est des synchroniseurs externes que le cerveau, à un moment, ne va pas pouvoir maîtriser. Donc la contrainte, c'est que le sommeil ne va pas forcément être bon à ce moment-là, ou suffisant pour compenser. Si à chaque fois je dors mal, le lendemain je dois dire je ne vais pas travailler, pour ceux qui ont ce problème-là en chronique, ça va être compliqué au niveau sociétal. Donc l'idée, c'est de se dire, oui, j'ai mal dormi, mais je me force à me lever, et le but, c'est qu'est-ce que je vais faire la nuit d'après. Le but du sommeil, c'est qu'on se remet sur le métier à tisser tous les jours, toutes les soirs, toutes les nuits. Donc, on dort ce qu'on peut avec les signaux que j'ai dit, on se force à se lever. L'idée, c'est d'essayer de ne pas avoir plus de 1h30. On revient au cycle de sommeil des 90 minutes, donc 1h30 d'amplitude entre les jours. Donc, ton conseil, il est finalement de se dire, après une fois de plus, ça reste du cas par cas, et les gens qui sont chroniques et qui ont des difficultés, on ne se soigne pas sur YouTube, on a des informations qui nous disent quand les consulter. Mais en fait, si vous vous sentez en permanence en décalage, ce décalage, il vaut mieux quelque part couper la nuit quand on doit couper la nuit, quitte à avoir moins d'heures de sommeil, pour se recaler le soir, se coucher au moment où notre corps nous dit de nous coucher et se recaler. C'est ce que ressentent tous les jeunes ou moins jeunes, par exemple, quand le dimanche, parce que tu as fait la fête ou autre chose samedi soir, le dimanche, tu te lèves très tard. Tu peux changer tes habitudes alimentaires, parce que tu t'es levé à 11h, midi, 13h. Mais qu'est-ce qui se passe si tu t'es levé à 13h? En général, à 22h le dimanche soir, tu n'as plus envie de dormir. Donc si lundi, tu dois reprendre l'école, la fac, ton boulot, lundi, tu seras complètement décalé. Donc vaut mieux essayer de se forcer un peu à se lever pas trop tard. Bien sûr, si c'est extrême, nuit blanche, on va faire au mieux. Mais l'idée, c'est parfois de faire une petite sieste, pas une trop grosse sieste, parce que si pareil, on fait une sieste de 2 heures, on va être complètement vaseux, ivre, pas bien le reste de l'après-midi. Et donc, du coup, on perd son rythme. D'accord ? Donc, comme beaucoup de choses, la régularité, c'est important. Exactement. Après, une fois de plus, Alexandre, je me fais une fois de plus l'avocat du diable. C'est un peu chiant ce que tu dis, d'être super réglé, d'accorder aucune liberté. Alors le but, c'est que ton corps, il sache gérer tes libertés. L'idée, c'est que tu aies une base d'amplitude de fonctionnement qui te permette de bien vivre. Pour que quand tu as un excès à faire, qu'il soit festif ou pas festif, on a tous des moments faciles et difficiles dans sa vie. Avoir des enfants. C'est de pouvoir gérer ça. Le souci, c'est que si tu n'as pas d'équilibre de vie, c'est que le jour où on aura besoin de toi pour faire la fête ou assumer des positions plus difficiles, tu ne pourras pas répondre. Il n'y a plus personne dans la caserne. On appelle au feu, mais il n'y a plus personne dans la caserne. Parce que tu es épuisé. Après, l'idée, c'est qu'on peut vivre en dette. La question, c'est qu'est-ce qu'on accepte en contrepartie. Quelle qualité de vie, quel bonheur. Ça joue sur le bonheur. Bien sûr. Ça joue à travers le bonheur parce que ça permet de récupérer au niveau physique et mental. Donc, si tu n'es pas bien physiquement et mentalement, tu auras du mal à faire ta journée et surtout, tu auras du mal à le garder. Et le bonheur, c'est quelque chose que tu valides a posteriori. D'accord ? Puisque l'idée, c'est de dire « Ah, j'ai eu une période où j'étais heureux parce que ça allait bien. » C'est parfois difficile de le voir quand tu y es. Tu retrouves que c'est normal. Après, quand tu l'as un peu perdu, tu te dis cette période était bien. Donc l'idée, c'est de garder ce rythme. Après, c'est 1h30, c'est pas non plus, c'est pas il est 10h, j'ai 2 minutes pour me coucher, comme si le train il passerait pas après. Pour les gens qui n'ont pas trop du sommeil, quand je parlais des cycles de sommeil et des signaux, ils sont vrais pour les gens qui ont du mal à trouver le sommeil. Si toi, moi, on n'a pas le souci, moi je peux m'endormir à 9h30, à 10h,
à 11h, je m'endors quand je veux. Moi, je m'endors quand je veux. C'est-à-dire vraiment, à n'importe quel moment de la journée, tu me poses, en 5 minutes, je dors. Exactement, moi aussi. On dort bien. Est-ce que ça veut dire qu'on dort bien ou ça veut dire qu'on est tellement en dette que notre corps... Alors il y a les deux. Si tu arrives tellement bien à t'endormir tout le temps, c'est souvent que tu as une dette. Mais ça veut dire aussi que tu la gères plutôt bien. Dans le sommeil, ce qu'on veut, c'est pouvoir lâcher prise. Et celui qui dort bien, c'est celui qui n'a pas à s'en soucier. Donc si tu n'as pas à t'en soucier et quand tu vas te reposer, quand tu vas dormir, ben, tu récupères, tu dors. Et le reste de la journée, tu fais ce que tu veux. Et tu fais bien ce que tu as à faire. Ben, c'est que tu es en phase. Et donc c'est-à-dire que globalement, tu dors correctement. Après, il y a des gens qui compensent le week-end. Ce qu'on dit, c'est des choses pour pas que les gens prennent des mauvaises habitudes. Est-ce qu'il existe des stratégies pour compenser le manque de sommeil? Alors pour compenser, il y a ce que j'avais dit avec la nuit après, c'est-à-dire d'anticiper que cette nuit-là, elle est compromise, on dort ce qu'on peut, et du coup, la nuit après ou les 3 nuits après, on va essayer de compenser ces heures perdues. Soit par 1 heure en plus chaque nuit, et ainsi de suite. C'est pas tout d'un coup, on va dormir 20 heures le lendemain, quoi. Sur la façon de compenser la journée, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on peut faire en sommeil, la sieste. Donc on fait un choix volontaire. On ne s'endort pas passivement en faisant autre chose, et plus ou moins d'ailleurs avec un danger, que ce soit la somnolence sur la route ou en réunion devant son boss et commencer à dire tu prends des coups de coude, quoi. Donc l'idée, c'est d'organiser un temps de pause. On a tous le temps, même si c'est pas conseillé, d'aller fumer une cigarette pour ceux qui fument, d'aller appeler des amis à la pause quand on travaille. Donc on peut tous organiser 5 à 15, 20 minutes de sieste, peu importe le métier qu'on fait, qu'on soit des médecins, des kinés, des cadres, des gens qui travaillent dans le BTP. Kiné, c'est pas la table de massage, franchement, après le déj, elle est tellement bien. Et ben voilà, faut trouver son cocon. Et tout le monde ne dort pas dans la même situation. Donc le but, c'est de faire une sieste courte. Donc soit flash, c'est un peu comme on s'endort entre 2 stations de métro à Paris, ou donc 1 à 2 minutes. Et c'est par exemple les Asiatiques qui font beaucoup ça, en tenant des clés ou un stylo, ben quand ils tombent, c'est que tu as dormi. Ça marche. Ça marche. Ça te fait les power nap de quelques minutes de sieste flash. Est-ce que ça permet d'avoir, comme sur le sommeil, comment tu dis, la première partie du sommeil, sommeil lent léger. Est-ce que ça permet d'avoir un peu ce côté réalignement des compteurs? Oui. Alors, les siestes, elles ont été validées sur l'apprentissage. En fait, elles te permettent de te recentrer, comme serait une séance de méditation ou de préparation mentale. D'accord ? L'intérêt, c'est que la sieste, c'est physiologique. Il n'y a pas besoin de l'apprendre avec quelqu'un, avec un coach ou avec autre chose. Les siestes, on peut apprendre à le faire spontanément. Tous les enfants savent faire la sieste. Tous les adultes savent faire la sieste. Je vais t'envoyer les miens en stage, en stage intensif. Pourquoi je les mettrai avec les miens alors. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on bâille quand on commence à faire du sport? Alors bâiller, tu me croiras ou pas, je vais voir, la réponse surprend. À ton avis, ça sert à quoi? À synchroniser un groupe, de dire les gars, c'est l'heure d'aller dormir tous ensemble. Je pense qu'à l'époque, les hommes préhistoriques étaient un peu échangistes. Ça, c'était neurones miroirs. Le fait que ça diffuse aux autres, c'était des neurones miroirs, c'est qu'on identifie à l'autre. Et donc, quand tu as faim et que tu te lèches les babines, le cerveau en face fait la même chose. D'accord? Est-ce que ça marche pour tout? Les neurones miroirs, j'espère, parce que autrement, tu vas être frustré et déçu. Donc... Après, il faut être en phase et pas penser que l'autre est un ennemi. Mais quand on pense qu'il y a une complicité, les neurones miroirs, d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu donnes à manger à tes enfants quand ils sont petits, tu ouvres la bouche en même temps. tu n'arrives pas à le bloquer. Donc ça, c'est les neurones miroirs, mais ce n'était pas le but, ça faudra peut-être parler d'autre chose. On revient sur le bâillement. Le bâillement, c'est fait pour rester éveillé. En fait, c'est l'activation du tronc cérébral. Quand en fait, tu perds un synchroniseur externe, notamment typiquement la lumière, comme là on vient de changer d'heure, mais en fait tu te mets beaucoup plus à bâiller et en fait tu augmentes ta performance et ta vigilance. En fait tu actives le mode résistance. Moi ça m'arrive souvent à l'entraînement, au bout de 1/4 d'heure, 20 minutes de bâiller, donc c'est parce que mon corps il a compris, je suis dans un contexte d'entraînement, c'est pas le moment de piquer du nez, il faut que tu bailles. Exactement. C'est plutôt un mode d'éveil en fait. Combien de temps il faut pour rattraper une dette de sommeil? Alors ça dépend de la dette. Il y a la dette aiguë, c'est-à-dire on n'a pas dormi assez une nuit, et la dette chronique. La dette chronique va se rapprocher du jet lag, du décalage horaire. Et donc ça, on va mettre en général quelques jours à une semaine pour le ressenti. Et on va mettre 2 à 3 semaines pour le côté chronobiologique, hormonal, hormones de croissance, rythme du cortisol. Donc toutes les hormones qu'on a qui sont liées au cycle veille-sommeil ou au sommeil en lui-même. Et bien ça va mettre jusqu'à 3 semaines. Cortisol, tu peux me le décrire rapidement? C'est une hormone qui est synthétisée et qui va être synthétisée de manière assez robuste au niveau de l'horloge tous les matins entre 5 et 8 heures, vers 6-7 heures, qui est après le pic le plus bas de la température, en fait quand on va relancer la boucle d'énergie de l'organisme. Donc ça correspond à la nuit on descend en température. Et donc ça, quand tu as passé ce courbe de température en bas vers 3/4 heures du matin, en fait le corps va
relancer la machine. Et quand il relance la machine, c'est avec notamment le cortisol, et donc qui vient sécréter et qui vient préparer le réveil. Il n'est pas à dire tout d'un coup, le flip-flop, il se fait en 1 seconde en fait. Donc tu commences à désamorcer une activité, tu commences à amorcer l'autre, et à un moment, le système, il bascule. D'accord ? Et donc le cortisol le matin, il est sécrété pour préparer le réveil et la capacité musculaire, vasculaire, cérébrale pour commencer ton matin, et notamment aussi pour l'appétit, puisque tu avais la nuit le fait que tu n'as pas faim en moyenne, alors que c'est un temps plus long qu'en journée. Est-ce que ça explique le fait que si tu te conditionnes mentalement, tu peux te passer de réveil? Dans le sens où, ok, tu sais que tu dois te réveiller à 7h04 parce que tu as telle échéance et tu te prépares suffisamment pendant quelques jours. Moi, ça m'est arrivé à quelques phases de ma vie. Et parce que j'ai un pic de cortisol, parce que je me suis préparé mentalement, je vais me réveiller à heure fixe. Et ou l'inverse, si c'est un peu déréglé, tu sais que tu dois prendre un train, tu as une présentation à 7h et là tu vas te réveiller un coup à 3h, un coup à 4h, un coup à 5h. Est-ce que c'est ces régulations du cortisol qui fait que... Alors de ce que je crois, mais sous réserve de contre-éléments scientifiques, je ne crois pas que ce soit le cortisol. Le cortisol, il va relancer ta machine. Ce qui va jouer avec ça, c'est plutôt ton horloge, l'hypothalamus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un réveil ambulant. Et donc, il va avoir l'info. Quand tu as le stress et que tu n'es pas en phase, il va penser que tu le loupes, donc il t'envoie les signaux toute la nuit. Donc là, c'est chiant. C'est pas cool. Comment on peut éviter ça? D'être en phase, d'être déstressé. En fait, plus tu seras prêt pour ton concours et plus tu es en phase, plus lui, en fait, il va te réveiller. Moi, je me rappelle, avant mes concours de médecine, je me suis réveillé la minute avant, mais je ne suis pas réveillé de la nuit. Je me suis réveillé, effectivement, 7h04, c'était à 7h05. Poum, et puis surtout, tu dis, mais il se passe quoi? Et 10 secondes après, tu entends tic, 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 tic. Ah, mais c'était le réveil. Et lui, il avait cette capacité magique. À la minute près, c'est dingue quand même. Parce qu'en fait, lui, il va peut-être pas être précis à la minute près. On a un biais a posteriori de s'en rappeler. Il y a sûrement eu des loupés. Mais cette capacité du cerveau, en fait, quand tu es en phase et que tu n'es pas en dette, c'est que la machine, elle est précise, en fait. La machine, c'est le super pouvoir. C'est que bien dormir, en fait, ça fait que tous les dominos, en fait, s'alignent. Quand on dit que les planètes s'alignent, c'est qu'en fait, c'est qu'on est capable, d'être prêt, et aussi, ce côté de ce qu'on appelle le nudge, c'est d'être prêt à le percevoir. Quand tu te dis, je vais m'acheter un camping-car, mais tu vas voir que dans la rue, tu vas voir tous les camping-cars qui passent. Parce que ton cerveau va te les marquer avec une étoile, un astérix. C'est ta capacité cérébrale à filtrer ou pas les informations prioritaires. Donc le cerveau, quand il n'est pas saturé, il va te récompenser. Il va te donner beaucoup d'éléments pour que tu arrives à faire ce que tu veux. Est-ce que c'est pour ça que tu disais finalement, celui qui a du mal à dormir, qui commence déjà à angoisser sur le fait qu'il ne va pas réussir à dormir, il prépare une échéance négative. Exactement. Versus si jamais tu crées un rituel, il arrive à se projeter sur une échéance connue, rassurante, sans se prendre la tête. C'est exactement ça. Alors bien sûr, quand tu es au creux de la vague, c'est toujours compliqué et c'est vraiment en total respect de tous les patients qu'on voit qui ont ces difficultés. Ce qui est important, je dis toujours, c'est l'acceptation et une stratégie après adaptative. Mais en premier, il faut que dans l'insomnie, dans les gens d'insomnie, c'est d'accepter ta situation. L'intérêt, c'est de leur proposer, c'est de changer. Et des choses, des petites étapes. C'est ce qu'on a dans beaucoup de choses, des petites marches d'escalier. Quand il y a une grande marche d'escalier, on ne va pas faire le changement. Et ça marche très bien le sommeil. Parce que ces gens-là, au début, projettent, non mais je ne vais pas arriver à dormir, donc demain je serai en échec, donc je vais louper ma vie. En 3 phrases, ils ont balayé tout leur espoir. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? S'accepter. Qu'est-ce que je peux faire pour aller bien dormir? Et moi, une chose que j'aime beaucoup, alors qui n'est pas facile à faire, mais qui s'apprend, c'est la marche consciente. En fait, quand on va au lit, c'est un rituel. C'est comme le sportif qui rentre au stade. En fait, tu peux être conscient de ce que tu fais. Donc, tu marches sur le sol, tu le sens comme le body scan. Et quand tu t'allonges au lit, dans ta tête, vu que tu as projeté ça, comme je te dis, avec les cendres, en fait, ton cerveau il sera tout à fait capable, les yeux fermés ou les yeux ouverts, de projeter comme si je continuais à marcher dans l'herbe ou sur le sable, et je me pose, je suis à la plage et je dors. Alors, si bien sûr à côté qui fait « et tu fais quoi ?» ben, ça te trouble ta rituel. Donc l'idée c'est d'arriver à se focaliser sur soi. On ne s'endort pas à 2, on ne s'endort pas avec les enfants, on s'endort seul. Et ça ne dure pas longtemps, ça peut être quelques pas. Il n'y a pas besoin, c'est comme un buteur au penalty ou au rugby pour la transformation. C'est finalement une routine courte qui permet d'être conscient de ce que tu fais et ça fonctionne. Je suis en train d'imaginer, tu sais, pour les fans de Wilkinson, où il y avait une démarche typique. T'imagines, tu fais pareil avant de rentrer dans ton lit, tchac, et là tu dors, et vu le taux de transformation de Wilkinson, c'est tout ce que je vous souhaite pour dormir. T'es assez atypique comme neurologue. Hein. Non, peut-être qu'on est tous atypiques en neurologue. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'on leur donne toujours beaucoup de conseils. Le but, c'est qu'ils tentent et qu'ils gardent ce qui marche. Ils tentent combien de temps?
Alors, faut l'essayer plusieurs jours. Et l'idée, c'est que tu as toujours une demi-heure pour t'endormir. D'accord? Alors, bien sûr, ceux qui n'ont pas de trouble, moi, je m'endors peut-être en 10 secondes, en 2 minutes. Et je ne sais pas comment je dors. Qu'on s'entende. J'ai pas la recette. J'applique une recette qui s'applique à moi. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas spontanément, le but, c'est de créer un rituel simple qu'ils sont capables de faire quasiment en toute occasion. Si le rituel est trop compliqué, ça nous éloigne parce qu'on dit « Ah ben, j'ai pas fait ça comme ça, ainsi de suite. » Et donc, la pensée intrusive, dysfonctionnelle, d'échec, elle arrive très vite. Donc, quelque chose de simple, qu'on se personnalise, ce qu'on arrive à faire. Respirer avec des pauses, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Eh bien, ils respirent par le nez, si tu veux, on le fait 2 secondes. Tu poses ta langue sur le palais, tu fermes la bouche, tu décontractes les mâchoires et t'inspires lentement par le nez. Tu prends quelques secondes, tu inspires, tu souffles. L'important, c'est toujours respirer en journée au repos et la nuit, une respiration nasale. On n'est pas fait pour une respiration buccale. Ça, c'est une voie de secours. Donc, on doit respirer par le nez. L'air frais de la pièce, dans la chambre, revient à la température. Il est frais. Il va calmer le cerveau. Il va amener de la sérénité. Le frais, il va amener de la sérénité. Tu respires 10 fois par le nez lentement. Tu sens l'air frais et tu sens que c'est agréable. Et ça t'apaise. Par contre, tu te concentres là-dessus. Si à ce moment-là, tu penses à ta belle-mère, tu penses aux emmerdes du lendemain, tu penses aux impôts. Voilà, ils sont généreux avec nous. Pas dans le bon sens. Pourquoi la respiration nasale, ça nous apaise autant, tu sais? Alors, on ne sait pas tout. L'idée, c'est que c'est la respiration de base volontaire et involontaire, donc inconsciente, physiologique. Elle est plus utile que la respiration buccale pour des raisons d'anatomie. C'est-à-dire, c'est là où il y a les cornets qui vont servir, donc à l'intérieur, c'est comme des tourbillons, qui vont servir à des filtres antibactériens. On est d'accord que tous les gens qui sont en train de regarder cette vidéo à ce moment-là, vous faites comme moi, vous respirez par le nez. Je dis, oh putain, toi aussi, ça te l'a fait ou pas, Guigui? Quand il te parle de respiration nasale, moi ça me l'a fait. Ah oui? Donc du coup, ça va te servir. J'ai l'impression de t'écouter avec mon nez même. Oui. Donc on reprend sur la respiration nasale. Je sens qu'il y a des turbulences. C'est les tourbillons dans mon nez qui me rendent turbulent. Donc plusieurs rôles à cette respiration nasale, Greg. On inspire par les deux narines, on a toujours l'impression d'une différence, mais c'est souvent physiologique et pas pathologique. Ça va servir à filtrer l'air, l'humidifier, c'est-à-dire lui donner une saturation en oxygène et en humidité. Donc là-dessus, ça va modifier la ressentie, parce que l'air sec, c'est irritant pour le reste de l'organisme, donc pour les voies aériennes et surtout pour le poumon. Et ça va permettre de le chauffer, puisque dans ces cornets, il y a l'humidité des vaisseaux sanguins qui sont à température du corps et qui vont apporter un transfert de molécules d'eau dans l'air qu'on respire. L'autre chose, c'est qu'à travers donc, ces cornets qui sont comme une turbine, eh bien, on va passer d'un flux d'air qui n'est pas coordonné à un flux laminaire, donc qui est concentré et qui va mieux s'écouler. Cette régulation par température, c'est le seul endroit où ton corps, et notamment ton cerveau, il est en phase avec de l'air plus frais. Donc ça joue sur la régulation de température à l'intérieur. Donc ce nez, il a plusieurs fonctions. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens, entre la pollution, les allergènes, les traumatismes sportifs ou la vie, ça, qui ont un nez qui est peu fonctionnel. Et c'est important de savoir aujourd'hui récupérer cette respiration nasale, soit spontanément par la respiration, soit avec les techniques de gestion du stress. Si on est en stress, en fait, on va ouvrir la bouche et on va respirer par la bouche. Ça, c'est pas physiologique. Et moi, pour respirer par le nez, je suis obligé de faire ça. Oui, là, je vis ma best life. Ouais. Oh. Tu as des traumatismes du passé. Je me suis fait opérer, mais ça n'a pas marché. Je suis dégueu. Faut que je le refasse. Facile. Est-ce que pour un sportif, justement, tu sais, au moment où tu es essoufflé, ça vaut le coup de se forcer à respirer par le nez? Ou quand on court, faut respirer par le nez? Alors, souvent, c'est quand on fait un sport trop intense, une activité physique trop intense, tu vas utiliser ta voie de secours qui est la respiration buccale. Mais tu te rends compte que très vite, tu vas avoir la bouche sèche, t'es pas bien, ainsi de suite. Donc ça permet de faire une respiration massive, volontaire, mais qui n'est pas toujours la plus adaptée au niveau durable. Donc l'idée, ça va être quand tu es au repos entre deux actions, c'est de respirer par le nez. Si tu fais un footing et tu es vraiment dans ta zone de confort, tu vas pouvoir garder ta respiration nasale. Tu vas voir que c'est plus agréable pour ta respiration. Par contre, quand tu montes dans l'intensité, tu as une respiration buccale en plus. Comme quand tu sors de l'eau, quand tu étais sous l'eau, que tu ressors, tu respires par la bouche. C'est ta voie de contrôle en fait. T'avais vu l'épisode que j'avais fait avec Stéphane Jansoun? Je le mets juste là sur la respiration, je serais curieux. Tu l'as pas vu encore? Non, j'en ai vu d'autres, mais pas celui-là. Bah, tu le regarderas et c'était hyper intéressant. Et justement, il disait que lui, il dormait avec un scotch sur la bouche. Alors, le mouse taping. Le mouse taping. Ce qui n'est pas conseillé médicalement, mais qui est physiologiquement intéressant. Ok. En fait. Tu m'as parlé d'autres techniques de respiration, rectangle, 4-4. Ce qui est intéressant, ça, c'est de trouver la technique qu'on arrive à faire. Moi, quand on me dit le 4-7-8, on me dit plein de choses. L'idée, c'est de considérer des temps inspiratoires, des temps de pause et des temps d'expiration.
tu vas te dépolluer ton environnement extérieur. Alors la technique en carré, c'est t'inspires, tu bloques, tu souffles par le nez ou par la bouche, tu poses, tu reprends. Ok. En fait, tu mets des temps, donc d'inspiration et d'expiration identiques en temps, et entre-temps, tu mets le temps identique pour le carré ou un temps un peu supérieur si c'est le rectangle, hein, c'est une forme assez D'accord, basique. c'est la même chose. Mais l'idée, c'est que tu marques donc à 4 temps, inspiratoire, pause, expiratoire. Donc un pause. rectangle, tu vas faire tes 2 temps de pause Ouais. plus longs. Combien de temps on fait ça? Ben, l'idée, c'est de le faire quelques minutes. En fait, on se rend compte que si tu fais de 3 respirations et une vingtaine de respirations, tu vas être à 1 à 2 minutes, enfin presque 2 minutes, parce que tu respires finalement beaucoup plus lentement que quand tu es en journée éveillé. Et ben en quelques minutes, en fait, c'est comme une sieste. C'est comme un temps de méditation, comme un temps d'hypnose. En fait, tu vas quitter le fil du stress de ta vie. Et ça c'est ce qu'on fait finalement avec l'auto-hypnose. Quand tu entends des gens qui font de l'auto-hypnose, en fait, en quelques minutes, presque entre 2 patients quand on est en cabinet, tu peux faire cette respiration et tu sens que ton cerveau, en fait, il se remet en phase. Quand tu vas faire ta présentation, quand tu montes à un pupitre ou que tu vas faire tes animations, en fait, tu te rends compte que tu as sûrement ce rituel-là. La question, c'est est-ce que tu le fais consciemment ou inconsciemment. Mais si tu réussis, en général, c'est que tu l'as fait. C'est hyper intéressant. Finalement, un tel va parler de méditation, un tel va parler de respiration, un tel va parler d'étirement, un tel va parler de massage. Toi, tu vois le cerveau et tu vois ce qui se passe dans le cerveau quand on te parle de toutes ces techniques de détente? Moi, je pense que ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on décloisonne la santé et la médecine. Aujourd'hui, je pense que la santé, c'est tout le monde. Plus on aura aujourd'hui une population, des patients qui sont éveillés à leurs compétences en santé, ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est-à-dire la capacité à être soi-même acteur, évaluateur et, on va dire, relais, parce que finalement, moi, je vois plein de patients que j'ai aidés sur le sommeil. Ils en ont parlé autour d'eux, ce qui a aidé d'autres personnes, soit parce qu'ils les ont fait venir parce qu'il y avait une pathologie, soit aussi de dire « mais moi j'ai trouvé le sommeil, c'est important », donc ils partagent ça. Et ce partage des connaissances, aujourd'hui, c'est primordial. On a quitté beaucoup dans nos sociétés occidentales ce partage d'informations, ce vivre ensemble, cette envie de partager des choses qui marchent, qui réussissent. Comme si je partageais cette connaissance de la réussite, on allait me l'apprendre. Bah non, c'est pas mon modèle. Donc j'espère qu'aujourd'hui, à travers cette sensibilisation du sommeil, ça ne va pas m'enlever du boulot. En fait, il y aura toujours de quoi travailler, il y aura toujours du savoir. La question, cette connaissance, si on la partage, en fait, ben, ça fait qu'il y a plus de gens qui vont être touchés, qui vont gérer. Ce qui est la difficulté, c'est d'arriver à garder ce côté expertise pour trouver des solutions aux gens, entre les médicaments, les diagnostics, les prises en charge. Parce que oui, dans les maladies, il faut avoir une action. On n'est plus dans la prévention. L'erreur principale que tu vois dans notre société aujourd'hui sur le sommeil, c'est quoi? Le temps qu'on se donne. Le temps qu'on se donne à dormir, le temps qu'on se donne à faire des choses qui sont essentielles à bien vivre. On se limite sur des moments qui peuvent nous apporter du bonheur, qui peuvent nous apporter un équilibre de vie, et on se rue et on s'encombre de beaucoup de détails, de beaucoup de choses qui finalement sont des polluants et pas forcément les choses essentielles. Et ça, on a le temps du travail, on a le temps familial, le temps individuel, et souvent ils ne savent pas le gérer, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc l'idée dans le sommeil, c'est d'apprendre à se connaître. C'est connaître à toi-même et tu connaîtras l'univers. L'univers extérieur et l'univers en soi. Et que ton sommeil, quand tu le bichonnes, quand tu le coucounes, ben finalement, il te le rend. Et c'est ça ton super pouvoir chez l'humain, c'est de pouvoir bien dormir et qu'en dormant bien, tu as des journées de qualité, tu es capable d'accomplir tes rêves. Donc finalement, tu trouves pas ça, une fois de plus, c'est tout ton paradoxe, Alexandre, en tant que neurologue, tu trouves pas ça bullshit, quelqu'un qui va prendre le temps de faire des exercices respiratoires pour mieux dormir. Quand il va mieux dormir, il va peut-être plus souvent dans sa vie atteindre son état de flow, se poser sa question de son positionnement dans la vie, sur sa productivité. Il y a une forme de boucle un peu du bien-être qui pour toi fait partie intégrante de la santé? Clairement, ça fait partie de la santé. Aujourd'hui, c'est vraiment dans les recommandations qu'on a, par exemple de la charte d'Ottawa pour l'OMS, ça date de 84, qui était que la santé, c'est pas l'accumulation de soins techniques en médecine, c'est la capacité pour la personne d'accomplir pleinement sa vie dans ses aspirations. Ça va bien au-delà du soin, ça va bien au-delà de la charge en santé qu'on donne aujourd'hui à nos patients. Et c'est très important parce qu'en fait, finalement, c'est un tiers de sa vie. Sur une espérance de vie d'un pays occidental, on va passer 23-25 ans à dormir. Donc pourquoi penser qu'on perd du temps à dormir? Parce que comme disait quelqu'un qui travaille beaucoup sur le sommeil, better you sleep, longer and better you live. Donc mieux on dort, plus on va vivre. Et l'inverse pour la dette de sommeil qui nous faisait la démission d'aujourd'hui, c'est moins tu dors, moins tu vas vivre. Et donc plus tu vas bien. Et moins tu vas vivre. Ça réduit l'espérance de vie. Ça réduit l'espérance de vie. Ça réduit la qualité de vie, ça réduit le temps de vie. C'est une espérance de vie qui est raccourcie. On a maintenant avec
les données sur les gens qui travaillent en horaire posté, qui travaillent en 3-8, qui travaillent de nuit. On sait qu'aujourd'hui, ça vient, et il y a un rapport de l'OMS là-dessus. On a des rapports aussi en France, ça s'appelle le rapport ANSES, qui vient dire que ces facteurs qui viennent casser le sommeil, casser la chronobiologie, parce qu'il n'y a pas que le sommeil en fait la nuit, il y a toute cette chronobiologie du cycle veille-sommeil, et bien en fait ça vient altérer des facteurs de risque cardiovasculaire, ça les major, des troubles cognitifs, avec les mêmes biomarqueurs qu'on a dans la maladie d'Alzheimer, qui sont augmentés quand on est en dette de sommeil. Donc ça, c'est des éléments importants qu'on sait maintenant scientifiquement. Des choses sur le métabolisme, il y a plus de poids, de sédentarité, d'obésité, il y a plus de blessures quand on fait du sport, il y a plus d'altérations sur la santé mentale, aussi sur le cancer. Donc en fait, c'est majeur. Le sommeil, la nuit, c'est l'usine qui fonctionne pour elle-même. Tu donnerais quoi comme conseil aujourd'hui à quelqu'un qui bosse de nuit, quelqu'un qui fait les 3-8? Alors l'idée, c'est est-ce qu'il y a toujours besoin de bosser la nuit? On sait que parfois on y va pour des raisons financières, des raisons d'organisation. Une infirmière, toi qui est en hospitalier. Je dirais pas que c'est bien, je dirais que c'est une contrainte forcée. La question c'est aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire sa carrière toute sa vie comme un poste de nuit? Je pense qu'aujourd'hui les données scientifiques sont de plus en plus à dire qu'il ne faudrait pas faire ça. Il ne faut pas faire une carrière entière de nuit. Il y a des gens qui ont une typologie déjà qui peuvent le faire, il y en a qui ne peuvent pas. On sait qu'il y en a qui sont couche tôt, couche tard. Clairement, quelqu'un qui est du matin, c'est pas conseillé de travailler de nuit. Et donc ça, il faut mieux éviter quasiment le poste. Quelqu'un qui est de journée normale ou vespérale ou couche tard, il va plus facilement être de nuit. Mais on a tous un effet de saturation. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps d'avoir travaillé de nuit, surtout quand on commence à avoir des enfants ou une maladie chronique, en fait, on voit qu'on n'a plus de marge. Et quand on n'a plus de marge, en fait, l'altération de santé devient plus importante et probablement on y laisse une partie de soi-même. Ça t'arrive parfois de conseiller à des patients de changer de job? Oui. On a des gens qui aujourd'hui ne sont plus capables de faire certains métiers, donc ça a été bien validé maintenant, ça correspond à un concept médical qui est un peu comme le burn-out, c'est-à-dire finalement c'est une situation qui est médicale, sociétale, qui n'est pas clairement définie, mais que je trouve intéressant, c'est ce qu'on appelle le syndrome de désadaptation chronobiologique au travail posté. Celui-là, tu l'avais pas vu venir. Ah putain, en Scrabble, ça compte pas mal de puntos. Voilà, et je me rappelle très bien d'un patient que d'ailleurs j'ai revu récemment, qui moi m'a marqué dans ma carrière. C'est un pompier qui travaillait avec des gardes sur la région toulousaine, donc des gardes de 24 heures en pompier. On sait qu'aujourd'hui ils sont hyper exposés, c'est un travail qui est difficile et qui est très utile à la société. Et il s'est rendu compte que progressivement il était sportif, il se blessait de manière répétée, et puis il voyait en intervention des erreurs. Et comme c'était le chef, personne ne lui disait que c'était lui qui faisait les erreurs. Jusqu'à un jour où en fait, il s'est rendu compte que cette erreur, elle pouvait mettre en difficulté, pouvait mettre en danger potentiellement, parce que quand on intervient sur un accident, il peut y avoir le risque de suraccident. Et donc, il est venu pour ça, en disant j'y arrive plus, je me blesse tout le temps, je dors mal, je suis de garde, je récupère plus. Et on lui a fait un bilan de sommeil pour voir s'il y avait une pathologie, on voit qu'il n'y en avait pas. On a validé qu'à la fois, il avait un bon sommeil, en tout cas pas trop mal la nuit, qu'il était capable, parce qu'il y avait ce problème de somnolence, de danger, du retention de journée. On lui a fait ce qu'on appelle les tests de maintien d'éveil, puisqu'aujourd'hui, c'est un motif de ne pas conduire pour la loi, dans cette somnolence diurne excessive. Donc, vu qu'il y avait un travail de sécurité réglementé, on a fait tous les tests médicaux, rassurants sur le côté médical, mais en santé, très altéré. Cette personne, avec son accord, en fait, on a fait une démarche au niveau de la médecine du travail et la médecine d'aptitude, donc pompiers, c'est toutes les militaires, ainsi de suite. C'est complexe. Qui ont finalement accepté. Donc, il est repassé en mode de journée, il fait des gardes de journée. Depuis, il a repris ses performances sportives comme il y a 10 ans avant. Il a plus de blessures, ou en tout cas beaucoup moins. Il est épanoui dans son travail. Ça a converti d'autres personnes qui étaient en difficulté à dire « Mais attendez, comment je gère ma vie, comment je gère mon sommeil, que je récupère? Est-ce que finalement, moi aussi, il faut que je fasse des choix dans ma vie ?» C'est pas d'interdire, c'est de faire des choix. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans ton discours. Tu n'as pas un discours très vertical, tu as un discours qui est plus global de « Ayez conscience de la situation dans laquelle vous êtes ». Et vous avez toujours la possibilité de m'en sortir. Je résume ton discours, tu trouves? Je suis un hyper opératif, je dirais. J'essaye de trouver des solutions et pas d'être contemplatif. Ou c'est peut-être parce que j'ai été formé en thérapie cognitivo-comportementale. Donc c'est une façon peut-être d'expliquer pour que les gens, en fait, on les accroche sur la théorie du changement. C'est-à-dire que moi, le but, quand je vois les patients, quand je leur donne des conseils, mes conseils ne servent à rien si les gens ne les appliquent pas. S'ils ne les écoutent pas, qu'ils ne les appliquent pas, qu'ils ne les essaient pas, j'aurais peut-être pas raison à chaque fois, et loin de là d'avoir raison à chaque fois, mais si à chaque fois il y a un de mes conseils qui marche, je suis hyper content, parce qu'on change la vie des gens. Ouais. Voilà. Et cette personne, c'est un ancien militaire, un ancien des forces spéciales. C'est des gens qui ont bossé. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a demandé d'être classé?
On lui a dit « t'es feignant, tu nous abandonnes, t'es paresseux ». Malheureusement, on a encore trop souvent l'image dans la population générale que quelqu'un qui dort, c'est un paresseux, c'est quelqu'un qui sera bon à rien, ainsi de suite. Aujourd'hui, faire la sieste en journée, je parle pour ce patient qui a dû être classé, ça a été l'occasion d'être plus performant, en fait, d'être plus impliqué dans son travail, de sûrement le faire mieux. C'est mal vu parce que comme si on trahissait quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'accompagner les gens, on a besoin de les pousser sur le meilleur d'eux-mêmes. Bien sûr, ça fait qu'on doit être responsable. Il y a des gens sûrement qui tirent sur la corde, mais il y a des gens qui sont aujourd'hui stigmatisés sur du handicap invisible et le sommeil fait partie, comme la santé mentale, parfois d'un handicap invisible. Combien d'enfants, moi, que je vois qui sont des adultes jeunes, quand on fait le diagnostic de narcolepsie, qui, à l'école, alors qu'ils s'endormaient en cours, on leur disait c'est parce qu'ils sont feignants, t'as pas dormi la nuit, qu'est-ce que tu fais? En fait, ils avaient une maladie, c'était un handicap, et ils n'étaient pas reconnus comme tels. Aujourd'hui, en termes de stats et de chiffres, on a perdu en qualité de sommeil? Alors, sur les données qu'on a par les observatoires, il y a chaque année la journée du sommeil qui est en mars, avec des sondages de population faits par l'Institut national de veille et somnolence, qui permettent d'identifier ça. Et on a la chance en France d'avoir de très bonnes ressources et de recueil auprès de la population, et pas auprès de patients, mais auprès de la population générale. Sur 50 ans, on a à peu près un cycle de sommeil, 1h30 en moins. Sur les 20-30 ans, c'est 1 heure. Donc on voit qu'il y a une phase d'accélération. Alors, moi, pas pour être pessimiste, c'est que la vie a changé. Donc la question pour moi, c'est pas est-ce que les gens dorment plus ou moins. Bien sûr, c'est pas bien de dormir moins, mais c'est aussi la question, c'est est-ce qu'ils dorment mieux. On sait par exemple qu'au Moyen-Âge, on avait un sommeil biphasique, les gens ne dormaient pas toute la nuit, mais ils n'avaient pas la même espérance de vie. On a chez les enfants, chez les navigateurs, chez Cro-Magnon, peut-être du sommeil polyphasique. Mais Cro-Magnon, il vivait 30 ans. Aujourd'hui, on a une espérance de vie à 80, 90 ans, 84 ans en moyenne aujourd'hui en France. Donc l'idée, c'est que le sommeil, il fait partie de la vie et il influence l'espérance de vie et la qualité de vie. Donc c'est pas bon de dormir moins. On sait pourquoi on dort moins. C'est les vies de dingue, d'immédiateté, les supports numériques, l'hyper-sollicitation. La plupart des gens qui ont ces comportements, ils sont volontaires. On ne leur a pas forcément imposé d'avoir un téléphone à la main. C'est volontaire, mais en même temps, il y a des éléments qui font que parfois la machine s'emballe et tu subis un peu plus le truc. Je pense parce qu'on m'a souvent posé la question quand je fais des vidéos sur la restriction de sommeil, on me dit tu ne parles jamais de ceux qui dorment trop. Est-ce qu'on peut dormir trop? Oui, Greg, tu as raison, il y en a qui dorment trop. Alors, il y a les gros dormeurs. Donc ça, c'est ceux qui dorment trop par rapport souvent à leurs expectatives sociétales, parce qu'aujourd'hui, comme on disait, dans ce monde où il faut aller à 1000 à l'heure, il faut être tout le temps dispo, il faut être tout le temps à fond, tout le temps performant, mais celui qui dort 9 heures versus celui qui dort 7 heures, il a moins de temps en journée pour faire sa vie. Donc oui, ces gens-là, ils se sentent socialement parfois en difficulté parce que faut se coucher tôt, c'est pas forcément, comme tu disais pour les rythmes de sommeil, très sexy, dire à 9-10 heures, mais moi il faut que j'aille au lit parce que j'ai besoin de mes 10 heures de sommeil. Ce qui est important, c'est qu'ils ont plus de sommeil léger, ils n'ont pas forcément plus de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Comme si ça c'est très lié à l'espèce, et après il y a une typologie génétique individuelle qui fait qu'on augmente ou pas son temps de sommeil et du sommeil léger. Donc la question c'est est-ce que au niveau peut-être même, je fantasme un peu du transhumanisme, ces gens-là, on ne pourrait pas les optimiser, puisque finalement, ils ont le même temps de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Donc ce temps de sommeil léger, est-ce qu'il est si indispensable que ça? Et après, il y a deux pathologies où en général on dort trop. C'est ce que j'allais te demander. C'est l'hypersomnie idiopathique et la narcolepsie, avec ou sans cataplexie. La cataplexie, c'est les gens qui ont une chute de tonus, notamment sur les émotions négatives ou positives, donc tout d'un coup, qui vont avoir la mâchoire qui tombe, ils vont fléchir les genoux. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les cataplexies, ce qui est invalidant. Ils ne perdent pas conscience, sont parfois dans un état de rêveur, mais c'est une maladie qui est invalidante, qui est une maladie rare, d'origine, alors il y a une prédisposition génétique et c'est une maladie immunitaire. Il y a une destruction dans le cerveau d'un petit centre, et c'est le centre où il y a un nouveau neurotransmetteur qui a été découvert il y a une dizaine d'années, qui est l'hypocrétine et l'orexine. C'est le même nom, a été découverte à la fois dans la satiété, dans la régulation de l'appétit, et dans ce cycle veille-sommeil avec celle qui va influencer le sommeil paradoxal et l'éveil. L'hypersomnie, c'est des gens qui dorment, c'est pas des gens qui sont fatigués, soit ils peuvent avoir la plainte de fatigue, mais c'est vraiment le trop dormir la nuit, trop dormir en journée. C'est des gens qui peuvent faire des siestes de plusieurs heures la journée et qui vont redormir 10-12 heures de manière durable, parce que ça, une fois un week-end après une semaine un peu chargée, on peut tous avoir une hypersomnie transitoire de rebond. Donc ça, c'est juste de la compensation. On peut l'avoir aussi dans des maladies comme on a dans la mononucléose, on a parfois une hypersomnie transitoire. On sait que certaines infections vont dérégler ces mécanismes. Quand on est malade, on dort beaucoup plus. Alors quand on dort plus quand on est malade, si on arrive à bien dormir, c'est parce que le corps se répare au niveau immunité quand il dort. Il va activer à ce moment-là certaines cellules immunitaires qui sont faites la nuit, et on sait que la dette de sommeil vient fragiliser l'immunité.
Il y a une expérience américaine très intéressante qui a mis les gens en dette de sommeil. On a fait les gens dormir 8 heures normalement ou 4 heures. Et là-dedans, on a regardé ce qu'on appelle les cellules tueuses et qui jouent sur les cellules infectées du corps et aussi les cellules cancéreuses. Et bien ces cellules tueuses, quand on dort 4 heures, une nuit, on réduit leur efficacité à faire leur action de 70%. Pas 10, pas 20%, 70% de ces cellules ne sont plus efficaces à faire en une nuit. Et donc on le voit souvent d'ailleurs quand les gens, parce qu'on a la période hivernale là, qui vont avoir le risque d'attraper un virus, on va dire saisonnier, grippe ou autre, souvent on dit c'est parce qu'on a attrapé un coup de froid qu'on n'avait pas l'écharpe. Donc oui, peut-être qu'on a attrapé un coup de froid comme disent certains. Et souvent en fait c'est parce qu'on était ces jours-là en dette de sommeil, où on est exposé à un virus parce qu'il y a beaucoup de monde qui en a, donc c'est comme la pollution, ça circule dans l'air et par les mesures d'hygiène parfois déficientes. Et si on met à ce moment-là une dette de sommeil, en fait le corps est plus fragile et va moins se défendre en immunité contre ces virus, ces bactéries, et on va tomber malade. Donc la meilleure des préconisations, c'est les mesures d'hygiène sanitaire, lavage de main, éviter de rouler des pelles à tout le monde. Voilà, les mesures d'hygiène, on va dire corporelles, au sens large. Il y a la question pour certains virus, certaines choses de la vaccination, mais il y a surtout en fait de bien dormir. La première barrière naturelle contre l'immunité et les infections, c'est bien dormir. On revient à un rôle. Moi, c'est peut-être que je me trompe, c'est un des signes qui fait que j'arrive à détecter des patients qui souffrent de dépression, c'est qu'ils me disent je suis crevé en permanence et j'ai beau dormir, je n'arrive pas à récupérer. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une fatigue chronique, une asthénie, est liée à une dépression, est liée à une génétique ou liée encore à tout un tas d'autres pathologies? Concernant les gens qui sont fatigués en permanence, l'idée c'est d'identifier vraiment et de s'auto-évaluer. Je pense que c'est un terme qui est important, qui vient beaucoup des techniques américaines de s'auto-évaluer par des questionnaires, par du ressenti, par des agendas. Je pense que c'est important parce qu'on a tendance à mal évaluer cette fatigue. Est-ce qu'elle est physique? Est-ce qu'elle est mentale? Est-ce qu'elle est deux? Est-ce qu'elle est vraiment permanente tous les jours ou est-ce qu'elle change d'un jour à l'autre? Et est-ce qu'il y a des choses qui vont la déterminer, la majorer, la minorer? Par exemple, ça fait 3 semaines que tu prépares une compétition, tu t'entraînes 4 fois plus, c'est normal que tu sois fatigué. Tu as un enfant qui te réveille la nuit, c'est normal que tu sois fatigué. Tu t'entraînes plus et tu as un enfant qui te réveille la nuit et tu as une présentation, c'est normal que tu sois fatigué. Là, tu es en surmenage et malheureusement, tu n'as plus de marge. Cette auto-évaluation, à quel moment est-ce qu'on doit consulter? Qui on doit consulter si on ressent qu'en effet, de manière chronique, de manière durable, sans facteur particulier, on sent qu'on est fatigué en permanence et quelle grande pathologie on devrait suspecter? Je sais que c'est très large comme question, mais si tu as des infos, je veux Non, bien. mais c'est une très bonne question, Greg. Après, là-dessus, je dirais, si on doit consulter, c'est son médecin traitant. L'idée, c'est celui qui, en général, est la porte d'entrée, ce qu'on appelle le médecin, le contact médical de premier recours. Et donc ça, c'est important de passer par lui parce qu'il connaît le dossier, parfois il connaît même la famille. Donc il sait comment on est, comment on se comporte, et on voit s'il y a une rupture avec l'état antérieur. Après, il y a des bilans classiques. Souvent, la prise de sang, on va vérifier des choses générales. Est-ce qu'il n'y a pas une anémie? Est-ce qu'il n'y a pas la thyroïde? Est-ce qu'il n'y a pas des fonctions de dysfonction d'organes? Quand les patients viennent te voir, tout ça, c'est fait pour eux. En général, moi, en tant que médecin de spécialité, je ne suis pas un médecin de recours. Donc, je ne suis pas le premier recours. Donc, en général, ce bilan est fait par le médecin traitant. Et il n'y a rien à signaler a priori sur leur bilan. Et donc, l'idée, c'est de faire un bilan plus complet, c'est ça. Moi, dans ma consultation, oui, les maladies de sommeil donnent de la fatigue. Mais moi, je vais m'intéresser principalement, est-ce que le sommeil est réparateur? Est-ce qu'il y a des signes qui vont orienter sur les pathologies du sommeil? Mais est-ce qu'ils ont de la somnolence? Est-ce qu'ils ont un problème de concentration? Est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques qui vont nous orienter sur le sommeil? La fatigue n'est très peu spécifique d'une maladie. Donc la difficulté, c'est que ça peut être partout. Il y en a combien des spécialistes du sommeil comme toi en France? On est nombreux. Après, je dirais, on est quelques centaines à vraiment s'intéresser en libéral à la médecine du sommeil au sens large. Aujourd'hui, ce qui prédomine dans les médecins qui s'appellent médecins du sommeil, c'est les médecins qui vont faire du bilan et du dépistage du traitement de l'apnée du sommeil, qui est une des maladies et qui est celle qui est le plus représentée, toutes spécialités confondues. Médecin sommeil qui va s'intéresser à l'insomnie, aux parasomnies, syndrome sans repos, narcolepsie, hypersomnie, et bien sûr l'apnée, parce que dès que tu fais la médecine du sommeil, tu auras de l'apnée du sommeil. Ça, on est moins nombreux, mais l'intérêt, c'est que tout le monde peut se former. Il y a des formations universitaires, il y a des formations autres. Après, l'intérêt, c'est que ça répond beaucoup aux attentes des patients, qui aujourd'hui sont de plus en plus à consulter, parce que les maladies sont fréquentes. On est à 15-20% de fréquence d'apnée du sommeil en France, c'est énorme. On a beaucoup de patients. Une personne sur 10, 2 personnes sur 10, enfin 15 personnes sur 100, quoi. Oui. C'est énorme. Et y compris des gens à ton âge, Greg, qui peuvent avoir une machine pour respirer la nuit ou une orthèse, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce n'est plus une maladie qu'on pense de la personne cardiovasculaire, âgée, potentiellement pléthorique, obèse, sédentaire. Ça, c'est un profil qu'on a. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Pickwick d'il y a un siècle. Aujourd'hui, moi, je vois plein de personnes qui ont de l'apnée viridique
avec un handicap important du sommeil, de la journée, de la somnolence, qui ont des profils de tout gabarit, de tout sexe, de tout âge. Comment on fait pour savoir si on souffre d'apnée du sommeil? Alors c'est très simple, il faut consulter son médecin et faire un examen médical qui s'appelle une polysomnographie. Donc ça, c'est l'examen de référence du sommeil qui permet d'analyser le sommeil, de comment on dort, les stades du sommeil. Est-ce que le sommeil est fragmenté, qui pourrait expliquer qu'on récupère pas, et qui va analyser les paramètres respiratoires, cardiologiques et les mouvements de jambes, qui permet un examen complet. Concrètement, c'est une nuit où on est observé dans un centre? En général, c'est une nuit qu'on peut faire soit hospitalisé en centre d'hôpital ou de clinique, ou également aussi à la maison, et qui permet d'avoir un parcours de soins parfois aussi plus simple, et de dédramatiser les gens, parce que parfois venir à l'hôpital, ça stresse. Ouais. Quelqu'un qui voudrait consulter un spécialiste du sommeil de ton profil, comment il pourrait faire? Il passe, en général, donc, ce qui est conseillé pour l'accès aux soins en France, c'est de passer par son médecin traitant qui nous fait un adressage. Et aujourd'hui, il faut trouver des médecins de proximité qui font ça. Il y en a à peu près dans toutes les grandes villes. Et l'idée, c'est surtout d'avoir un entretien clinique avec le médecin, d'avoir un examen médical de qualité en fonction de quoi on souffre et d'avoir une synthèse, parce que l'idée, c'est pas de s'occuper que des patients sévères. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est autant de positionner de la prévention que du soin, et de savoir comment les gens vont se comporter en santé, quelle trajectoire en santé. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas sévère, mais s'il a 30 ans et qu'il fait déjà du ronflement important et de l'apnée modérée, en fonction de s'il est symptomatique en journée ou pas, fatigué, somnolent, des maux de tête, de l'irritabilité, ainsi de suite, c'est important de le prendre en charge le plus tôt possible pour mettre des facteurs de prévention au correctif précoce, l'activité physique, la perte de poids quand il y a besoin, une évaluation approfondie des voies aériennes, et quand c'est nécessaire, en fonction des indications et des recommandations, de mettre les traitements symptomatiques efficaces contre l'apnée du sommeil, que sont la pression positive continue qu'on fait avec des prestataires de services et de santé à domicile, et l'orthèse qu'on fait soit avec les chirurgiens maxillofaciaux, soit les dentistes, qui viennent permettre de dormir avec une orthèse au niveau de la bouche, qui dans tous les cas vient avancer le fond de la gorge pour garder cette zone ouverte, et que la langue ne bascule pas en arrière, à fermer, à faire qu'on étouffe la nuit. Est-ce que quelqu'un qui se réveille genre en pleine nuit faire c'est un signe d'apnée du sommeil, ou parfois ça arrive? L'alternative qui est possible en diagnostic, c'est aussi les gens qui ont des attaques de panique. Il y a des gens qui vont se réveiller la nuit anxieux avec l'impression d'étouffer parce qu'ils bloquent leur respiration. En général, à la différence de l'apnée du sommeil, c'est que ces gens-là vont rester dans un état perturbé quand ils se réveillent. Alors que la personne apnéique, dès qu'il se réveille, il est normal. D'accord? Donc ça, c'est intéressant à identifier rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves qu'il y a beaucoup de désinformation sur le sommeil et qui peut nuire à la santé des individus? Oui, on a beaucoup de désinformation, on est dans une société de saturation de l'information, donc il y a forcément du bon et du mauvais. Moi, je ne suis pas pessimiste, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de bons. On a parfois quelques messages contre-productifs, je dirais malheureusement, de gens qui sont au devant de la scène, notamment parfois des politiques. On a eu parfois plusieurs fois des présidents de pays qui ont dit « mais moi je dors 3 heures et je vais très bien », que ce soit en France, à l'étranger, ainsi de suite. Donc peut-être qu'ils dorment peu, mais je ne suis pas sûr que ça soit un modèle de bien dormir et surtout de le préconiser. J'ai envie de te dire, quand on voit l'état du pays, on peut se demander s'il fait bien son job. Comment peut-on reconnaître un sportif qui serait en surentraînement? Le surentraînement, la question, elle est, est-ce que c'est un surentraînement uniquement lié au sport? Et dans ce cas-là, on l'a autant chez les amateurs que chez les professionnels, puisque l'idée, c'est comment on va organiser son temps de vie au quotidien. Chez le sportif, c'est clairement à travers un défaut de performance, une lassitude, voire une altération de la santé mentale. On en parle de plus en plus maintenant, on a vu ça avec les JO, certains qui font un peu comme leur coming out de l'entraînement, c'est-à-dire qu'ils disent « mais moi j'en pouvais plus, je prends plus plaisir ». Donc je pense que le plaisir, la recherche positive de la performance, c'est un critère qui est assez intéressant. Il y a des paramètres aussi qui sont la saturation, on a ça chez les amateurs, parce qu'ils ont la vie trop pleine entre la vie personnelle, familiale, professionnelle, et puis ils vont rajouter la pratique sportive, et souvent ils le font au détriment du sommeil en fait. Donc souvent il y a une double peine en fait, suractivité sportive en gardant des activités d'éveil parce qu'on a les contraintes de vie, et en fait on va piocher dans le sommeil. Donc ça le dette de sommeil va être un sur-risque de surentraînement, et en tout cas de surentraînement dangereux en fait. Il y a des paramètres dans le monitoring, c'est l'absence de bradycardie au matin, c'est-à-dire qu'en fin de nuit et au réveil, ta fréquence cardiaque peut être prédictive, mais ça, il faut un étalonnage personnel. Et donc, des gens les montres connectées montres connectées peuvent le donner, typiquement là-dessus, elles sont assez fiables. C'est quand elles te disent là, vous êtes fatigué, là, vous avez besoin de récup? Voilà, c'est comme ça qu'elles vont le détecter en fait. C'est-à-dire qu'on est censé, dans la nuit, avoir une diminution de la fréquence cardiaque. Et ça, les montres sont assez fiables pour la fréquence cardiaque. Elles sont aujourd'hui peu fiables pour le sommeil parce qu'elles ne donnent pas vraiment les stades de sommeil. Elles vont un peu tricher, en fait, interpréter des signaux, les transformer pour dire autre chose. Donc c'est toujours de la transformer, ça peut donner
un peu de manque de fiabilité. Par contre, sur le paramètre cardiologique, la fréquence cardiaque, c'est excessivement fiable. Et donc, l'absence de réduction de la fréquence cardiaque la nuit, et donc d'avoir cette tachycardie nocturne ou du petit matin, ça peut être un paramètre assez facile pour évaluer un surentraînement et qu'un organisme qui ne compense pas. Et ça renvoie au système nerveux autonome aujourd'hui, qui revient beaucoup à la mode, autant médicalement que sur le côté réseaux sociaux, parce que c'est probablement un outil sous-coté, sous-évalué aujourd'hui pour analyser l'équilibre qu'on disait veille-sommeil, l'équilibre de vide et des contraintes. Tu me donnes une transition parfaite sur notre 4e partie, les amis, je vous rassure, on va la faire un peu plus courte. Dites-le moi si vous voulez qu'Alexandre revienne pour un épisode 2, parce qu'on voit que c'est riche, et surtout, ce que je trouve génial, très honnêtement Alexandre, tu es neurologue, mais tu es ouvert à plein de choses. Si vous êtes soignant ou passionné du corps, vous vous rendez compte à quel point, quand je viens de chercher sur des sujets qui sont un peu en dehors de la neurologie, tu connais ton champ de compétences et tu sais aussi tes limites. C'est-à-dire que ça, je le sais, c'est sourcé. Moi, je trouve ça fascinant. Donc, je te remercie pour ta transparence et pour ton honnêteté. Franchement, c'est un vrai plaisir d'être avec toi depuis tout à l'heure. J'ai presque pas envie que cet épisode se termine, mais je pense qu'à un moment donné, vous voulez aller dormir. Et moi, j'ai les kids à aller chercher à l'école. Mais vraiment, dites-le moi si vous voulez un épisode 2 avec Alexandre. Il y a plein de trucs qu'on a évoqués aujourd'hui et qu'on pourra revenir une deuxième fois. J'ai envie de faire une partie un peu plus rapide sur les grandes tendances et les informations qu'on peut voir autour du sommeil, de la qualité de sommeil, du bien-être, et que tu me fasses, s'il te plaît, des réponses courtes. Tu as été suffisamment généreux aujourd'hui et explicatif qu'on peut partir du principe qu'on peut avoir un peu confiance dans la qualité de tes réponses. Évidemment, si tu ne sais pas, tu peux dire « je ne sais pas ». La Miracle Morning, donc si jamais vous ne savez pas, vous savez, c'est cette méthode à l'américaine où on se réveille le matin, hop, directement, on commence par méditer, un peu de cardio, on fait ensuite du journalisme et ainsi de suite, où vraiment le matin on se réveille très tôt et on en profite pour faire un peu toute la partie productivité de sa journée. Personnellement, j'ai essayé, j'ai tenu 2 semaines, je trouve ça génial sur le papier, mais j'ai pas réussi à le faire. J'aimerais avoir ton avis, la Miracle Morning, mythe ou réalité? Réalité, mais pas pratique. L'idée, c'est du développement personnel, mais il manque la chronobiologie. Le matin, ça veut rien dire. Donc pour moi, c'est du miracle routine. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas typé pour le même horaire. Donc l'idée, c'est pas de se forcer à se mettre en dette trop tôt. Ceux qui ne sont pas du matin ne sont pas du matin. Donc on respecte sa routine, c'est-à-dire ses horaires, et on met une routine qui est du développement personnel, qui est très intéressant. Mais ça parle autant du coucher de la soirée, ce qu'on a dit depuis le début du podcast, que du matin. Le terme est faux. Le concept de développement personnel et de routine est très vrai. Le power nap, mythe ou réalité? Absolue vérité. Le sommeil polyphasique. Ancestral, lié pour les extrêmes. Tu peux développer juste. Tu vois, tu me demandes de faire court. Je t'ai fait du slogan. En même temps, tu m'as mis un teaser de l'espace. Lié pour les extrêmes. On dirait un film de Jean-Claude Van Damme. Lié pour les extrêmes. Je ne sais pas si notre ami Van Damme, mais bon, comme il a beaucoup de citations, je pense qu'on peut respecter ses capacités à nous faire des slogans. Non, c'est très bien pour des gens qui sont en situation extrême, notamment les navigateurs. Et c'est ce qu'ont les enfants. Et c'est ce qu'avait probablement, quand on était en situation d'insécurité, Néandertal, Cro-Magnon. Si on le fait de manière prolongée, l'espérance de vie n'est pas longue. Donc c'est vraiment une situation d'extrême. Les navigateurs, c'est pour survivre et pour tenir la barre et arriver à bon port. Les sleep glasses. Donc, si je comprends bien, c'est pas la glace. Donc, c'est les lunettes. Celle-là, tu l'avais préparé ta blague. Si je comprends bien, c'est pas la glace. Non, mais c'est ton anglais. Oh non, t'es dur. Parce que moi, je t'ai pas repris de tout l'épisode sur tes prononciations anglaises. Donc, c'est les lunettes pour dormir. Lunettes pour dormir qui filtrent la lumière bleue. Intéressant, pas quand on conduit, puisque le risque, c'est la somnolence, puisqu'on n'a plus de lumière qui éveille. Oui, si on a besoin de s'exposer à des écrans le soir. L'idée, c'est est-ce qu'il y a vraiment nécessité des écrans le soir? Mettre son téléphone en noir et blanc. Ouais, night shift. Alors non, il filtre normalement que le bleu à 430 nanomètres. Oui, intéressant. C'est comme les lunettes. Après, c'est plutôt une mesure, on va dire, populiste de nos amis GAFA et autres. Bien parce qu'on est trop exposé aux écrans. Le CBD, avant de dormir, sous toutes ses formes, ça a été étudié? Oui, c'est négatif pour le sommeil. Par contre, c'est peut-être moins intéressant autant le cannabis que le CBD, sous réserve de la santé mentale et l'état individuel de la santé mentale de chacun, sur le phénomène mal-être. Indirectement, on améliore le mal-être, comme pour la douleur. On sait que ça a des vertus aussi dans la douleur. Ça ne traite pas le sommeil, ça améliore pas le sommeil. Par contre, sur mal-être et douleur qu'on ne comprend pas, il y a des effets positifs scientifiques validés, pas sur le sommeil. Le café, jusqu'à quelle heure? Ça dépend si on est sensible à la caféine. On n'est pas tous sensibles à la café? Eh non. On a des taux variables. C'est surcoté comme facteur d'insomnie.
Si on est sensible, pas après 16h, 17h, puisque ça met 4-6 heures. L'orgasme. Aide au sommeil. Ça Aide. libère des endorphines. Ok. D'un point de vue neurologique, c'est pareil, l'orgasme à deux et l'orgasme en solo. Alors le dernier, c'est un joueur du stade qui me l'a posé, donc je laisserai y répondre. La question, c'est l'intensité de l'orgasme. A priori, c'est mieux à deux. Il y a des niveaux d'intensité d'orgasme. Cette question subsidiaire. Si, je te jure, c'est noté, c'est là. Est-ce que trop manger le soir, ça peut... Oui. La digestion, ça fait augmenter la température interne. C'est long, ça fait digérer. Donc c'est une cause d'avoir un sommeil plus léger, fragmenté. Et difficulté à trouver le sommeil parce qu'on a une température interne plus élevée. Le sport le soir? Ça dépend lequel. Ouais. Souvent surcoté dans les conseils. Aujourd'hui, beaucoup d'éléments pour dire que le sport le soir n'est pas si toxique que ça pour le sommeil. Il est clairement nocif de manière individuelle. Alors, si on est sensible, oui. Et le sport à très haute intensité, oui. Notamment qui va donner beaucoup de température interne. Donc prendre le temps en fait, d'une transition pour baisser sa température. Bonne position pour bien dormir. Mythe ou réalité? Réalité, chacun sa position. On la trouve assez rapidement. Il n'y a pas de meilleure position. Tu avais quelques fun facts à me partager avant qu'on finisse cet épisode. Tu m'as parlé notamment d'un fun fact sur les changements d'heure. Oui, alors. Qui est pas si fun en vrai, mais. Pas si fun, c'est-à-dire que chaque année en France, en Europe, on change d'heure. Faut savoir que quand on perd une heure au printemps, les infarctus augmentent de 24% le jour d'après, les infarctus du cœur, donc les infarctus du myocarde. Et à l'automne, quand on gagne une heure, ce qu'on a fait récemment, on ne réduit que de 21%. Donc chaque année, il y a un surcoût qui est directement impacté, lié à un changement d'une heure de sommeil. Donc juste une heure de sommeil, d'un point de vue de la population globale, on a des impacts directs sur... Oui. Et c'est important puisqu'aujourd'hui, depuis 2022, ce qu'on appelle le Life 8 qui a été validé par l'Association américaine du cœur, donc l'American Heart Association, qui a validé que le 8e risque cardiovasculaire, c'était le sommeil. Donc le sommeil dans son global et pas l'idée d'une pathologie particulière. Numéro 1, c'est la clope. Cigarettes, lipides, diabète, hypertension, sédentarité. Pour nos amis parieurs, et je sais qu'ils sont nombreux à nous suivre, Alexandre avait une petite information, donc évidemment de parier demain pour Étoile dansante, numéro 3 du tiercé, pas du tout, j'en sais rien du tout, mais par contre, tu avais une bille à mettre sur le prochain prix Nobel de médecine. Oui, je pense qu'il y a des découvertes scientifiques qui sont intéressantes. Il y a ce qui me parle le plus aujourd'hui, c'est le système lymphatique. Donc c'est celui que tu connais bien en tant que masseur kinésithérapeute, c'est la lymphe. Ouais. Donc on draine au niveau des jambes du corps pour faire remonter, puisque c'est un endroit qui recycle les déchets du corps et qui tu les fais remonter à travers après le système lymphe puis système veineux pour être après filtré par les reins, après la circulation des vaisseaux du cœur. Et ben dans le cerveau il y a la même chose. Et ben du coup pas de hasard, on parle sommeil. Et ben qu'est-ce qui est le premier médiateur de l'activation du système lymphatique, c'est le sommeil, notamment le sommeil à ondes lentes, le sommeil profond, et le respect au niveau du système nerveux autonome parasympathique, donc la fréquence cardiaque basse, qui permet de récupérer. Et ça permet que le cerveau, la nuit, va nettoyer les cellules, nettoyer les espaces autour des neurones, des cellules et de la glie, donc les astrocytes, les cellules gliales. Et en fait, à partir des vaisseaux qui arrivent au cerveau, il va y avoir un transfert qui va inonder ces espaces autour et qui va être drainé par le liquide céphalorachidien. Et ça, c'est médié par le sommeil sur le profond et qui permet en fait le système de nettoyage et déboueur. Et la première chose qu'on le voit, c'est à travers les biomarqueurs qui sont identiques à l'Alzheimer. Mais quand on dort mal, qu'on met en dette de sommeil, ces biomarqueurs, ils ne sont pas assez nettoyés, ils restent dans le cerveau, ils s'agglomèrent et ils polluent le cerveau et le reste du corps. Et donc aujourd'hui, ça fait des liens aussi avec le vieillissement cognitif et la maladie d'Alzheimer. Donc un concept en devenir et qui mérite d'être analysé plus finement au niveau scientifique. Des astuces pour le réveil. Qu'est-ce que tu conseillerais à faire aux gens, le réveil? J'ai pas compris ta question. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens à faire comme type de réveil, ou quoi faire quand on réveille? Quoi faire le moment quand ils se réveillent? Quand on se réveille, on fait quoi? On se lève. Ah putain, t'es dur avec moi. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire le moment où je me réveille? L'idée, c'est pas forcément de procrastiner au lit. Clairement, ouais. De rester au lit, c'est pour la santé mentale. On sait qu'aujourd'hui, d'être plutôt assez, pas lève tôt, mais de ne pas décaler son réveil, c'est vraiment important. C'est le premier facteur sur la santé mentale. Le snooze. Voilà. On peut prendre par contre une routine, comme dirait le Miracle Morning, c'est-à-dire de se lever en pleine conscience, comme j'avais dit qu'il faut aller se coucher en pleine conscience. Mais ça prend pas du temps, c'est pas égocentrique, c'est pas de la procrastination. Par contre, on n'est pas obligé de courir dès la première foulée du matin, quoi.
et d'avoir un temps pour soi. La douche, c'est un temps pour soi. Le petit déjeuner, il y a plein de gens, tant qu'ils n'ont pas pris leur café, il ne faut pas trop leur parler. Mais parce que, en fait, c'est pas forcément qu'ils sont embrumés, mais c'est qu'ils ont besoin d'avoir une dynamique, ils ont un peu d'inertie au démarrage. Merci beaucoup Alexandre. Franchement, j'aurais vraiment continué. Je pense que vous aussi, c'est hyper agréable de t'écouter. Je tiens à remercier une fois de plus Wopilo d'avoir organisé cette rencontre. Le fait qu'on ait le temps tous les deux, je tiens à le rappeler, tous les deux on a une pratique clinique. Je te le dis parce que j'ai parfois des commentaires quand les gens, je reçois certains experts qui me disent « Ah, t'aurais dû inviter un spécialiste, t'aurais invité un spécialiste. » En fait, avoir des spécialistes autour de la table, c'est pas si simple. Ah oui. Parce que vous, heureusement, vous êtes issus du terrain, vous bossez et donc on est obligé d'avoir des partenaires pour pouvoir tout simplement, ne serait-ce que vous rémunérer, faire en sorte que votre temps il soit rentabilisé. Merci beaucoup donc à Wopilo pour sa confiance. Et merci à toi d'être venu Alexandre, c'était vraiment génial. Je compte sur vous une fois de plus pour me mettre un petit pouce si jamais vous avez aimé cette vidéo. Ça paraît rien pour vous, mais pour nous, pour le référencement, pour la qualité des intervenants, c'est hyper important. Si jamais les gens veulent te retrouver, comment on peut faire? Déjà, si les gens ont besoin de consulter, donc on est plusieurs médecins du sommeil à Toulouse, spécialistes du sommeil, de l'apnée, donc il y a un tissu, je dirais, assez fourni de qualité sur la région toulousaine, entre l'hôpital, les structures privées. Après, sur l'autre chose, j'ai pas mal de missions d'accompagner sportifs de niveau au Stade Toulousain. J'ai aussi créé une école du sommeil qui débute. J'ai un compte LinkedIn Pro et le reste des réseaux sociaux est plutôt le perso. Alexandre, merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Évidemment, en attendant, dormez bien. Allez, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si jamais vous voulez aller plus loin sur le sommeil, vous pouvez regarder cette vidéo sur les bonnes positions pour bien dormir. Et puis vous pouvez regarder celle-là sur... Ah oui, quand j'ai tenté de faire la morning routine, la Miracle Morning Routine. À la prochaine.